Et donc c'était 3-4 et t'en as un qui vient me voir et il me dit juste est-ce que ça te dérange de descendre au prochain arrêt. Et j'étais là, attends, il se passe quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, je lui dis ok, bien sûr. Donc ça veut dire que là, en 3 ans, t'es passé de 3000 à 800 000 abonnés. Ouais, c'est ça, en gros. Ok, la vache. Est-ce que le Lucas de 2022, il est plus heureux que le Lucas de 2020? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Tu sais que c'est rare les gens qui arrivent à vraiment dire la phrase d'intro. C'est celle-ci? Sans faute, ouais, c'est ça là. C'est celle-ci? Pour ce podcast à caractère vidéoludique du coup, mais qui est filmé sur YouTube. Je suis très content aujourd'hui d'avoir Lucas sur le podcast. Je suis très content d'être là en vrai, vraiment ça fait plaisir. On a à deux doigts de faire une blague, des blagues beaufs en fait du coup là, parce qu'on est arrivé dans le setup du Curituper de Pierre Eben. Après j'ai tourné souvent ici et ce que je disais avant le tournage là c'est qu'au final je pense cette année j'ai plus tourné que dans le studio finalement, quasiment je pense à vérifier mais j'ai quand même tourné pas mal ici. Et puis voilà, c'est pas hyper intéressant pour commencer le podcast, mais petite anecdote quand même pour le dire. Attends, je te rapproche juste un peu. Ouais, bien sûr. Comme ça, mais on sera pas mal. Allez, c'est bon ça. Tu sais que je suis content de faire ce podcast parce que souvent dans nos vidéos, tu sais, c'est vraiment du divertissement très cuté, etc. Donc on parle rarement de trucs un peu sérieux. Alors que moi j'adore ça, tu vois. J'adore vraiment que ce soit avec des potes, hors caméra, de plein de trucs, enfin de parler de plein de trucs. J'adore ça et je me dis c'est cool, c'est vraiment intéressant et j'adore aussi écouter des podcasts de ce style-là, tu vois. Et je me dis, je suis content de faire ça. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont dire ah, ça fait bizarre de voir Lucas poser plus. Ouais, c'est possible. Bah, je suis quand même à fond, tu vois. Mais... ouais, c'est vrai. Et oui, non, mais j'adore parler de trucs comme ça. Enfin, je sais pas vraiment de quoi on va parler. Ouais. Mais des trucs un peu plus sérieux, j'imagine. Parce que c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de le faire sur nos vidéos, quoi. Bah, je peux te dire un peu un petit aperçu comme ça. La transition tu peux décompresser un petit peu. Il n'y a pas de sujet piège. Du coup, on a le même âge quasiment. T'es de 99. Ouais, c'est ça. 99 aussi. Je suis 98, okay. Mais fin de l'année 98, donc. J'ai 23 ans quoi. Ok, toi aussi? Je viens d'avoir 23. 23, ok. C'est ça. Ok. C'est bizarre. Hein. Ouais. Non, en vrai ça me fait pas bizarre. Ah ouais? Moi c'est peut-être 25 et sûrement 30, mais. Ah, je sais pas, le 23 il a fait bizarre en vrai. Ah ouais? Plus que le 22 encore, je me suis dit ça va, et le 23, je sais pas, je me suis dit, t'as la transition vers le. Tu vois, ce que tu voyais quand t'étais petit dans le. Ah ouais, les gens qui ont 23 ans, c'est presque des adultes, tu vois. Bah, de toute façon, même moi, quand j'étais en 6ème, les 3ème pour moi, c'était des adultes en fait. C'est vrai aussi. Mais là, 23, je sais pas, il m'a fait un truc. Enfin bref, c'est un débat ça, mais. Bon, je le rajoute dans le sommaire. Ouais, vas-y. Et du coup, comme on a à peu près le même âge et que t'es passé aussi par une phase où t'as fait des études, on en parlait, donc une prépa d'ingénieur, que tu as ensuite arrêté pour te lancer à plein temps sur YouTube quand t'es arrivé ici à Maison Grise. Ouais. Je voulais qu'on en parle un petit peu de ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de progrès aussi sur YouTube ces dernières années et je t'ai récupéré des petites archives entre guillemets qui datent de quelques années et pour voir un petit peu l'évolution parce qu'il y a une vraie évolution sur YouTube et bien sûr. Et donc c'est intéressant tu vois de voir cette évolution en quelques années. Carrément. Et puis te demander un petit peu ce que tu fais en ce moment, justement profiter de comme on est plus posé et qu'en plus on est en vacances là, c'est le début des vacances, on est bien donc. Vacances YouTube, il y a pas trop de vacances, mais c'est l'atmosphère vacances. C'est la première question que je vais te poser. C'est vrai. Est-ce que toi tu fais le break en août par exemple? Non. En fait justement, YouTube ce qui est un peu dur, oui non, c'est que en fait tu prends jamais vraiment de pause, à part si tu arrives à prendre beaucoup d'avance et que tu arrives à poster. Mais ce que je veux dire c'est que c'est rare les youtubeurs qui se disent ok pendant un mois je poste rien. Parce que c'est un peu une tradition de régularité qu'on s'impose aussi nous-mêmes. Et du coup, soit tu prends beaucoup d'avance, ce que j'arrive pas à faire. Du coup, en général, non, je m'autorise 2-3 moments, soit 2-3 week-ends où je pars vraiment. Bon, week-end en vrai ça va. Ou là, je pars fin juillet avec des potes. Je pars tous les ans à la Grande Motte. Petite anecdote, vers Montpellier, à côté de Montpellier. À Montpellier, ok. Et c'est une semaine où là, pour le coup, j'essaye de rien faire de YouTube et juste profiter avec mes potes. Mais je pense que c'est la seule semaine où vraiment je suis off. Sinon le reste du temps je suis toujours un peu là sur YouTube et même cette semaine là à la Grande Motte je sais que je vais être un peu là pour poster la vidéo de la semaine. T'es quand même toujours un peu présent tu vois. Ouais, faut une connexion wifi quoi. Ouais, bien sûr. Okay. Et ça c'est chaque année, ça c'est ton rituel? Ouais, c'est ça. Chaque année la Grande Motte. Ouais, c'est ça. Okay. Et ça c'est cool. Mais sinon à part ça c'est vrai que je fais vraiment des longues vacances. Même si je pense que ça ferait du bien aussi un peu de déconnecter. Mais c'est trop dur en fait de déconnecter de YouTube. En fait. T'es tout le temps en train de penser à ça, t'as tout le temps un truc à faire. Mais c'est ce qui est kiffant aussi, tu vois. Donc ça, c'est marrant parce que je t'en ai parlé, tu avais fait un podcast avec McFly et Carito il y a 2 ans. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un des seuls que tu as fait depuis. Il n'y en a pas eu des... Ouais, je pense que c'est le seul. Enfin, c'est celui que j'avais écouté où je t'avais vu pour la première fois en guest dans un grand podcast, on va dire, un podcast long format. Et tu disais justement, vous parliez de ça, que vous aviez du mal à déconnecter de YouTube et que vous faisiez des avec Camille à ce moment-là dans l'épisode avec le Bouzeux aussi. Ouais. Et vous disiez qu'avec Camille, parfois, vous faisiez des longues marches de créativité. Ça, à l'époque. Et il fallait trouver des concepts pendant la balade et tout. Ouais. Ça, c'était un truc qu'on avait fait. La photo derrière toi, si on était. Les gens la voient pas à la caméra du coup. Je la mets. Mais je vais faire un petit. Je la mettrai pour ceux qui la voient en vidéo. Mais en gros, on avait fait le confinement ensemble à Maison Grise dans le Pays Basque.
Okay. Et à ce moment-là, bon, en vrai, on l'a pas fait beaucoup de fois. Hein. On avait tenté un truc là. On s'est dit, vas-y, viens, on marche pendant 1 heure et on essayait de trouver un concept chacun. Et bon, on l'a fait très peu de fois, mais quand on l'a fait, ça a marché. Et je me suis dit, ouais, c'est marrant comment dire, de créer un peu différemment. Plutôt un peu le cliché du. En fait, je sais pas ce que les gens s'imaginent, comment on trouve les concepts. Soit ils s'imaginent qu'on est dans une pièce sombre avec un écran d'ordi et on réfléchit à un truc, ce qui peut marcher. Et moi, j'aime bien un peu se faire ça, une activité un peu autre, où surtout t'as pas ton téléphone. Ça, c'est vraiment le vrai truc, je trouve, la base de la créativité. C'est enlever son téléphone. Des fois, je fais ça maintenant chez moi, genre, je mets mon téléphone dans une autre pièce. J'ai acheté un cahier de brouillon ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, et j'ai un stylo et j'essaye de noter juste sur le papier. Et sans le téléphone, c'est vraiment trop fourbe. C'est le téléphone qui te déconnecte de l'idée de. Tu sais, tu penses à un truc et d'un coup, t'es là en mode, bon, attends, je vais faire un tour sur Insta. T'as tout le temps un truc à faire avec le téléphone. Et bon, c'est un autre débat, ça, je sais même plus la question de base, mais c'est un autre débat, mais pour dire que vraiment le téléphone c'est tellement nocif dans la créativité, c'est un truc de fou. Ah mais tu sais c'est marrant parce que la dernière vidéo que j'ai faite à ce moment-là où on tourne là, c'est une vidéo sur la détox de dopamine, donc où je passais vraiment maximum 1 heure par jour sur mon téléphone de consommation de contenu, tu vois. Et c'est une question que je me posais justement parce que toi t'es un gros youtubeur en vrai maintenant, t'es quasiment 1 million, on se dirige vers le million là quand même. Ouais bientôt c'est bon, ouais. T'as bien monté je trouve et c'est gentil. C'est cool et justement je me demandais quel était ton rapport à toi en tant que youtubeur qui professionnel, tu vois, t'en fais ton métier. Et justement maintenant tu es revenu au carnet de brouillon et j'essaye. En vrai, je dis ça, mais j'arrive rarement justement. Parce que je suis trop. Mais comme beaucoup de gens, même youtubeurs ou pas, je pense que tous ceux qui regardent la vidéo, c'est pareil. On est tellement accro au téléphone, c'est un truc de fou en fait. Et je vois que ça impacte beaucoup, moi, dans la concentration. Déjà, c'est fou. Au niveau de concentration, tu restes 10 minutes sur une tâche et direct, dès que tu as réussi ta tâche ou t'as un truc comme ça, tu as envie de te récompenser en disant ok, attends, je fais une mini pause téléphone, tu sors ton téléphone, tu vas sur Insta ou Twitter ou je sais pas quoi. Et c'est fou comment ça déconcentre. Et c'est évidemment trop bien, pour plein de raisons, on connaît tous les apports que ça amène. Mais derrière, je trouve que sur le mental, la façon de réfléchir et tout, c'est tellement nocif. Et je sais pas ce que t'en as tiré ton expérience d'1 heure sur le téléphone, mais je pense que ça te libère tellement de temps, on va dire de temps physique, tu peux faire d'autres choses, mais même de temps à penser à autre chose, à te concentrer. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais. La première réflexion que je me suis faite, c'est que j'avais l'impression d'avoir vraiment plus de temps dans une journée. Ouais. Truc un peu de base, mais tout le monde te dira ça en fait. Hein, vraiment, c'est. Et quand je vois par exemple mes grands-parents, quand je passe des journées chez mes grands-parents, qui eux n'ont pas du tout le même mode de vie et tu sens que la maison n'est pas connectée quoi. Ouais. Tu sens que dans l'ambiance, il y a la télé et c'est tout quoi, tu vois un peu. Et quand je me rappelle que quand j'étais chez eux et que je passais une journée chez eux, j'avais vraiment l'impression que la journée passait plus vite, tu vois. Plus vite carrément, ouais. Non, plus vite dans le sens non, justement que ça passait moins vite. Le temps s'arrêtait un petit peu. Okay. Et je me rappelle que chez eux, le midi 16h par exemple, il passait long. C'est long, tu vois. Alors, c'est pas contre mes grands-parents, c'est des discussions intéressantes, tu vois. Mais c'est vrai que je trouvais que le temps s'arrêtait un petit peu. Ouais. Et moi, quand j'ai fait cette expérience, 2 heures pour moi, c'était beaucoup. Ouais, sans téléphone, c'est énorme. Je me disais 2 heures, je peux faire des trucs. Et surtout, 2 heures sans regarder une seule fois son téléphone, c'est tout con, mais c'est énorme en fait, quand tu penses. Enfin, malheureusement, c'est devenu énorme, quoi. Ouais. Et surtout, ce qui est problématique, je trouve, d'un point de vue créatif, c'est que je trouve qu'on est le plus créatif quand on s'ennuie. Tu sais, c'est vraiment le truc là où ton cerveau il se dit, ok, j'ai rien d'autre à faire, je peux juste à penser à la création. Et le problème, c'est qu'avec le téléphone, on n'a plus du tout l'ennui en fait. Ouais. C'est dès que tu as 2 minutes à tuer, je sais pas, tu es dans le métro, même pour 2 stations de métro, direct tu sors ton téléphone et tu vas sur Insta, Twitter, TikTok, enfin, tu as 1000 trucs pour te divertir. Et du coup, tu n'as plus ce moment là où tu t'ennuies et ton cerveau il se dit, ok, à partir de là, je peux créer. Et c'est pour ça, moi, j'essaie maintenant de m'imposer des phases où je m'ennuie. Donc, typiquement, le truc avec le cahier de brouillon et le stylo, c'est un peu ça. J'essaye de m'ennuyer. Quand je reprends l'exemple du coup avec Camille de la balade un peu créative qu'on disait, c'est qu'en fait, tu marches, tu rates pas ton téléphone et t'as que ça à faire en fait, à réfléchir, à penser à des idées ou quoi. Et pareil, je suis très souvent le plus créatif sous la douche. Parce qu'en fait, sous la douche, t'as pas ton téléphone, t'as rien d'autre à faire. Et du coup, ton cerveau, c'est là vraiment où il est le plus créatif parce que tu t'ennuies en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment un vrai truc que je remarque. Il faut réussir à s'ennuyer en fait. Et c'est dur à faire, mais je pense que tous les mecs, les plus grands artistes de l'époque, en tout cas, attends, je me compare pas du tout de ça, mais tous les mecs à l'époque, même. Lucas Studio. Ah non, tellement pas, tu vois. Non, mais je pense que c'est un truc que beaucoup de gens faisaient à l'époque, des grands peintres ou quoi. Ils essaient vraiment de s'ennuyer, notamment, je pense, dans la peinture, il y a aussi ce truc-là, c'est de s'ennuyer pour être le plus créatif. Et c'est un truc qu'il faut qu'on réussisse à faire pour l'être, quoi. C'est vrai.
Bah je suis 100% d'accord et c'est cool que t'en parles, tu vois. Parce et que... pourtant j'arrive pas, hein. Je te dis ça mais je galère de fou en fait. Enfin, l'important c'est de s'améliorer, c'est pour ça que parfois se dire qu'on va passer de 6 heures par jour comme la plupart des personnes à 1 heure, c'est un peu... c'est extrême. C'est un peu extrême, ouais. Alors moi je fonctionne comme ça, donc c'est pour ça que j'ai fait l'expérience comme ça. Mais en vrai je pense que déjà, c'est ce que je disais, tu divises par 2 ton temps d'écran. Déjà tu vas avoir que tu sois à 8 heures et que tu passes à 4 heures ou à 4 et que tu passes à 2, tu vas avoir vraiment une grosse différence. Et je pense qu'il faut surtout se mettre des cycles où pendant 1 heure tu dis là je rate pas mon téléphone quoi. C'est vraiment 1 heure et après limite tu te fais 10 minutes de pause, c'est pas grave. Mais vraiment que cette heure là soit pas impactée par ok je rate mon téléphone par-ci par-là et là t'es fini quoi en fait. C'est ça le vrai truc. Souvent t'as la petite voix aussi justement dont tu parlais quand t'es pas sur ton téléphone, une petite voix qui arrive et qui te dit prends ton téléphone, il se passe un truc important. Alors que non. Si tu résistes à cette première petite voix, après normalement tu vas passer, t'as la prochaine vague qui arrive mais dans 40 minutes quoi. C'est ça. Tu seras plus tranquille. Mais tu sais que c'est vraiment une vraie drogue en fait. Quand tu penses ça, tu transposes ça par exemple sur une cigarette, c'est le même truc. Je pense moi je fume pas tu vois, mais les fumeurs je pense ils ont ce truc là de ok là j'ai envie de fumer. Et le plus dur, c'est de résister à ce premier appel de je vais fumer. Et en fait, c'est vraiment, quand tu compares à ça, c'est juste que le téléphone, on s'en rend moins compte, mais c'est une vraie drogue et ça impacte aussi différemment et c'est moins nocif, on va dire, pour la santé. Mais je pense que tout ce qui est concentration et tout, c'est vraiment une vraie drogue impactante, quoi. C'était souvent, tu as utilisé le mot rappel, c'était souvent ça qui était utilisé, ce mot qui était utilisé dans toutes les drogues quand j'ai fait les recherches pour la vidéo. Et toutes les drogues que tu regardes, les drogues dures, il y a des rappels. Tout ce qui te rappelle la drogue en question va te donner envie de consommer ensuite la drogue. Donc le téléphone, c'est je sais pas, c'est des pulsions ou c'est une idée dans ta tête qu'il se passe un truc intéressant sur ton téléphone. La cigarette, c'est l'odeur, c'est les gens, c'est la pause café et clope, la fameuse, tu vois. Donc j'imagine qu'il y a plein de rappels et c'est dur, d'éviter ces rappels. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut pas utiliser son téléphone parce que je suis le premier à le faire et c'est trop bien. C'est juste, je pense, qu'il faut s'accorder des temps où on se dit ok, on le rate pas. Et après, derrière, tu te fais un kiff, tu te rates de 1 heure de vidéo YouTube, tu fais ce que tu veux. Mais je pense qu'il faut vraiment segmenter ça et pas que tout soit mélangé, je pense. C'est un truc là. Et je dis ça, mais j'arrive pas. Hein. Je vais essayer d'y arriver, mais c'est dur. C'est cool déjà de dire que t'essayes, tu vois, et que surtout, en fait, il faut trouver des avantages parce que si tu veux juste arrêter pour arrêter, et qu'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de clé après, en fait, toi, tu as la créativité que tu sens meilleure après. Ça, c'est un avantage énorme pour toi, justement, donc ça te donne envie. Faut trouver un truc qui nous donne envie, quoi. Une meilleure vie sociale, plus de temps avec les amis. La concentration, moi, c'était plus simple que ça, ce truc-là. Mais... Ok. Mais vous pouvez utiliser vos téléphones, ne vous inquiétez pas. C'est pas non plus le diable, c'est très bien. C'est très bien, vraiment. Vous prescrit 1 heure à 2 heures, ça vous empêchera pas d'être heureux, quoi. Bien sûr. Ok. Même plus que ça, vous inquiétez pas. On mettra les sources en description de la vidéo. Mais du coup, je te pose la question parce qu'à la base, je te demandais si tu faisais ta pause en août. Ah oui, c'est vrai, on a parce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup je vois beaucoup, moi je me posais la question, est-ce que je fais une pause en août? Je vois pas mal de youtubeurs sur Instagram justement qui disent on va réduire le rythme les prochains mois ou qui partent en vacances, etc. Donc toi non, tu vas rester... Non mais finalement à des moments j'aimerais bien, tu vois. Des fois je me dis, je pense que tu pars vraiment 2-3 semaines déconnecté et tu reviens vraiment avec des envies différentes. Parce que YouTube, tu sais, des fois t'es un peu dans ce truc de ok, je vais faire une vidéo par semaine parce que t'en as envie et t'aimes bien ce rythme imposé, tu vois. Mais des fois t'arrives moins à prendre du recul, à dire ok, tu sais, à réfléchir à des formats vraiment différents, à des envies différentes ou quoi, tellement t'es un peu à fond dans le truc. Et je pense que des fois, prendre vraiment plus de recul pendant 2-3 semaines ou même 1 mois, je pense que ça peut être pas mal. Après, j'y arriverai pas. C'est mort. Et pourquoi pas un jour, j'aimerais bien tenter quoi. Ok. Mais déjà, j'aimerais bien tenter un jour, ça, en plus j'ai réflexion en ce moment, partir un week-end, déjà un week-end tranquille, mais genre couper du téléphone déjà. Voilà, sans relancer le truc du téléphone, mais c'est plus dans le truc de un week-end où tu es vraiment déconnecté et pour voir ce que ça fait, à quoi tu penses, quelles sont les idées que tu développes, des trucs comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Et pourquoi pas faire ça à un moment je pense en vrai que si tu prends déjà 3 jours, 4 jours de déconnexion, tu vas avoir un ressenti d'une semaine facile. Ouais, alors c'est sûr. Alors. 2 semaines, ça peut nous paraître beaucoup, mais je pense que déjà quelques jours, ta semaine à la grande note. Je pense 2 semaines, c'est plus, tu pars avec des potes, t'as plein de trucs à faire. Si tu pars vraiment solo sans téléphone, déjà 2 jours, je pense c'est sacrément long. Ok, donc là on tourne début juillet. Ouais. Et donc là les prochaines semaines, tu te considères pas en vacances, donc tu continues les vidéos une fois par semaine. C'est ça, ouais. Ok. Et puis en vrai c'est cool. Après j'aime bien, moi j'adore l'ambiance de l'été. Même si je suis à Maison Grise et tout, bon, on a quand même la chance, c'est quand même un taf vraiment cool. Et c'est tellement une bonne ambiance et tout que même l'été, je me dis j'aime bien. Alors je viens du sud, donc j'adore être dans le sud pour l'été. Ok, tu viens d'où? De Montélimar, à côté, à Savas. Si je dis les nougats, c'est un petit peu chiant, c'est toujours le truc qu'on dit. Tout le temps on me dit ça, mais j'accepte, hein, c'est vraiment le cliché. J'accepte. C'est le cliché, tu vois. Mais j'ai grandi 20 ans dans le sud et en fait j'adore tellement l'ambiance du sud que forcément ça manque un peu l'été. Mais en même temps, Paris l'été, je trouve ça vraiment cool. Il y a une ambiance assez sympa. Ça vaut pas le sud en vrai. Parce que l'été, là, vers Montélimar et tout, c'est tellement incroyable.
Mais tout ça pour dire, je sais même plus de quoi je parlais. À chaque fois, je dérive sur. Oh, c'est pas. Mais du coup, j'y suis allé déjà à l'usine de Montélimar. C'est pas juste la blague, les nougats. Okay. Je suis allé voir l'usine, j'ai pris un petit paquet souvenir de nougats, ouais. Mais je me rappelle, j'y suis allé. Et donc, oui, l'été, ambiance incroyable. Et à Paris, il y a moins de monde, donc c'est aussi ça qui. Ouais, et puis même Paris, l'été, je trouve, il y a un mood un peu différent sur les quais, les trucs comme ça. C'est aussi cool. Et à Maison Grise, c'est vraiment bonne ambiance, c'est différent. Il y a beaucoup moins de gens parce que tout le monde part un peu en vacances en différé. Mais j'aime bien aussi l'ambiance, c'est cool. Ok, bah c'était justement ce sujet que je voulais aborder à Maison Grise. Ouais. Donc là, on est à Maison Grise, on est dans les locaux. Ça fait 2 ans et demi que tu es. Ça fait 3 ans déjà. 3 ans maintenant. Ouais, bah là, dans un mois, ça fera 3 ans. Ok. C'est un truc de fou. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton arrivée ici? Ouais. Comment tu t'es senti? Parce que j'imagine que c'est quand même une grosse équipe. Tu disais avant que Pierre Cross et tu regardais ses vidéos en tant que spectateur. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé ton arrivée ici et comment tu t'es senti? Comment je suis arrivé ici ou comment je sens Alors, il me semble que c'était en faisant une vidéo avec Pierre. C'est ça, ouais. Ok, donc comment est-ce que tu as intégré, comment est-ce qu'on t'a proposé de venir et comment ça s'est passé tes premières semaines ici quand t'es arrivé et que tu as découvert tous les locaux? Ouais, bah en gros, alors donc à l'époque c'était en 2019, donc il y a 3 ans. Et donc ouais, j'avais fait un tournage en tant qu'abonné avec Pierre. Après, bon, c'est une longue histoire, mais pour résumer un peu, je lui avais envoyé le lien de ma chaîne YouTube. En mode bah vas-y si t'as le temps de regarder ou quoi. Moi en parallèle du coup je faisais mes études d'ingénieur à ce moment là et pendant plusieurs mois j'avais pas eu trop de nouvelles et un jour c'était juste après un jour d'examen en fin mai, j'avais reçu un DM de Pierre, mais tu vois je lui avais parlé une fois dans ma vie depuis. Il me disait salut comment ça va, qu'est-ce que tu deviens et tout depuis, et il m'a proposé de venir sur Paris pour reparler en fait. Et à ce moment je savais pas du tout ce qu'il allait me dire, du coup évidemment j'étais trop chaud, donc j'étais monté sur Paris et à ce moment là en gros il m'avait proposé de faire un espèce de stage. Je sais plus si j'en parlais dans la vidéo avec McFly Carito, ça dans le podcast, mais c'était un espèce de stage sur 2-3 semaines avec 2 autres personnes. Il y avait le One Man Show à l'époque et Valentin Squirolo. Et en fait, c'était un espèce de. Alors, stage, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est pendant 2 semaines, on faisait. Ils nous donnaient un peu des espèces d'exercices, mais pareil, j'aime pas trop le mot. Où en gros, on faisait une vidéo par jour sur des thèmes un peu différents. Et c'était trop bonne ambiance, tu vois. C'était genre, faites un sketch sur tel truc et vous avez une journée pour le faire. Et à la fin. Si on réussissait pas, au pire c'est pas grave, et à la fin lui nous donnait un peu on lui montrait la vidéo, il nous faisait ses retours et tout, tu vois. Et en gros à l'issue de ce stage en vrai ça s'est bien passé, c'était aussi je pense pour voir comment se débrouiller au niveau des vidéos, comment ça se passait avec l'équipe et tout, et à la fin de ça il m'a proposé en gros de rester si je voulais, et donc moi j'ai fait le choix parce que soit j'entrais dans la 3e année d'école d'ingénieur, ou soit je faisais ça, sachant qu'à l'époque j'avais 5000 abonnés, tu vois, donc j'avais 0 € de revenus, hein. Je crois que j'ai même pas monétisé mes vidéos à l'époque. Ah oui. Et je me suis dit, je savais que si je disais non, j'allais trop m'en vouloir toute ma vie. Donc j'ai dit oui, parce qu'en fait j'avais trop envie en fait. J'avais trop envie. Discussion avec les parents un peu longue et tout évidemment. Mais je leur ai dit, faites-moi confiance, j'ai trop envie de faire ça en plus. Et donc du coup j'ai intégré Maison Grise à ce moment-là. À l'époque j'étais à mi-temps en prod, je faisais chargé de prod à mi-temps, notamment pour sa chaîne secondaire à Pierre à l'époque, donc Pierre Cross volume 2. Donc à l'époque il faisait beaucoup encore de jeux de société etc. Et donc moi je préparais un peu les trucs 2 jours par semaine et le reste du temps je faisais mes vidéos et donc comment ça se passait à l'époque, alors c'était pas du tout aussi gros, là on est 30 à Maison Grise je pense, un truc comme ça, je suis pas sûr mais je pense qu'on est 30 et à l'époque on devait être 6 ou 7, donc c'était vraiment une ambiance différente et c'était beaucoup plus petit, donc j'étais très vite plus facilement intégré on va dire. Mais c'est vrai que du coup j'ai pu constater l'évolution de Maison Grise avec tous les gens qui sont venus au fur et à mesure, et c'est ouf comment l'ambiance évolue. Bon, ça reste trop bien, mais je veux dire c'est vraiment différent forcément de passer de 6 à 30 personnes, et donc l'intégration s'est bien faite et c'était vraiment une ambiance un peu différente mais trop cool aussi, mais c'était déjà il y a 3 ans quoi, c'était un truc de fou. Donc en soi dans Maison Grise t'es un ancien en fait de Maison Grise. Maintenant maintenant ça fait un peu ça, et c'est ça qui est bizarre de me dire ça. mais même c'est marrant, tu vois, quand je vois par exemple 2 semaines après mon arrivée, il y a Quentin de Maison Grise qui est arrivé, pour ceux qui connaissent, il fait souvent des vidéos avec moi et tout, et c'est marrant de se dire que j'ai vu au final l'arrivée successive de plein de gens que les gens connaissent bien maintenant dans nos vidéos, et c'est fou de voir ça, et l'ancien de Maison Grise, ça me fait rire de dire ça, mais c'est presque ça maintenant. C'est vrai du coup, ouais, parce que... un peu, ouais. Et c'est marrant, du coup. Ok, donc c'est justement cette période de transition entre la fin de tes études d'ingénieur, ta 2e année, et ce moment où Pierre te propose de venir à Maison Grise qui est intéressant pour moi parce que c'est un peu un saut dans le vide. Ouais, c'est un peu ça. Et tu disais que les études te plaisaient pas forcément à ce moment-là. En fait, moi j'ai toujours fait ingénieur un peu par défaut. Alors c'est un plus long débat, mais c'est un peu par une espèce de petite pression sociale inconsciente, je trouve. En fait, au lycée, collège-lycée, j'avais plutôt des bons résultats. Et donc à ce moment-là, tu sais, t'as un peu la pression de te dire
c'est une pression qui vient un peu, je pense, des parents et même de la société en général, de dire si t'as des bons résultats, faut que tu fasses des grandes études, une prépa ou je sais pas quoi. Et du coup, j'avais un peu ce truc-là en tête, alors qu'au final, moi, depuis longtemps, je faisais des vidéos, et c'était un peu mon rêve de me dire, si je peux être youtubeur, c'est incroyable. Bon, à l'époque, j'avais, tu vois, 3000 abonnés, donc c'était impossible. Et t'as pas d'école de YouTube, t'as pas de formation de ça, t'as des formations un peu dans l'audiovisuel, mais c'était pas vraiment le même truc. Et du coup, un peu avec cette espèce, je trouve, de pression sociale qu'il y avait, je me suis dit, ok, je vais faire une école d'ingé. Bon, en vrai, ça me plaisait un petit peu dans le sens où c'était un peu orienté informatique. À l'époque, j'aimais bien ça quand même. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Mais je l'ai faite en me disant, j'ai pas envie de la finir en fait. C'est très paradoxal. C'est parce que je l'ai quand même fait à fond. Je travaillais de fou. J'ai des bons résultats en école d'ingé. Mais je me disais, en fait, j'ai pas envie de la faire. Et je fais YouTube à côté. Et dès que ça marche YouTube, j'arrête l'école pour faire ça. Donc c'est très paradoxal en fait. Tu sais, j'ai pas envie, mais quand même, je le fais à fond. Tout en faisant YouTube à fond à côté. Bon, j'avais zéro vie sociale, je faisais que ça. Mais du coup, c'est un peu paradoxal. Mais ouais, voilà, déjà, c'était 2 années qui étaient quand même cool. Parce que j'ai rencontré des gens cool. Bon, ça me plaisait pas tant que ça vraiment en termes scolaires. Mais je regrette pas vraiment. Et en plus, ça a quand même. J'étais quand même content d'avoir vécu un peu 2 années de vie étudiante, même si j'avais pas fait les clichés des soirées étudiantes, les trucs comme ça, parce que je faisais beaucoup de taf à côté. Mais je suis quand même content d'avoir vécu ça parce que je pense que c'est cool de vivre ça dans sa vie. 2 années un peu d'études supérieures, les trucs comme ça. Et ça m'a sûrement appris plein de trucs, de méthodologie de travail, tu sais, c'est la première fois que je vivais seul dans un appart sans mes parents et tout. Donc mine de rien, ça apprend aussi un peu. Et ça m'a fait une transition de la campagne drômoise à Paris d'un coup. Enfin, j'étais à Valence à cette époque-là. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un peu le Valence français. Le Valence français. Valence français, c'est ça. À côté de Lyon. Ouais, c'est ça. Okay. C'est plus à côté de Montélimar du coup, mais oui, c'est vrai. Okay. Mais c'est ça. C'est un peu un entre-deux qui aussi m'a aidé. Enfin, c'est quand même cool. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment appris quoi. Ok. D'ailleurs, ça c'est un vrai sujet, ça, le fait de vivre avec ses parents et puis ensuite de vivre seul en appartement. Moi, j'ai bien aimé en vrai. Enfin, après, okay. En fait, c'est plutôt que je rentrais tous les week-ends chez mes parents. Donc, je pense aussi c'est un peu différent. Okay. Mais non, franchement, ça m'a pas trop. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui sont très tristes. Ouais, il y a beaucoup, un peu de tout, mais c'est toujours marrant d'en parler un petit peu, je trouve, parce que. Je pense que dans tous les cas, faut le vivre. Parce que ceux qui ont un peu peur de ça, moi j'ai des potes, tu vois, ils vivent encore chez leurs parents parce qu'ils faisaient leurs études à côté. Je pense, alors évidemment c'est cool, mais c'est vraiment une étape de vie à faire vraiment. Et parce que ça apprend beaucoup de choses. Enfin, c'est tout con, mais je trouve que ça apprend beaucoup de choses de vivre seul. Et c'est des expériences à tenter. Et après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que c'est vraiment une étape de vie importante à franchir. Et c'est cool de le faire à 18 ans. Après, ceux qui le font à 20 ans, à 25 ans, il n'y a pas d'âge. Hein, mais je trouve que c'est vraiment important de faire ça, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il y en a qui vivent très bien. Il y en a qui doivent se dire putain, faut que j'apprenne à faire à manger maintenant. Ah, ça j'y arrivais pas. Ça, j'ai acheté des plats préparés et c'était fini. Ok. Et comment ça s'est passé? Donc là, t'arrives à Maison Grise, ta décision est prise. Pour toi, c'était un peu une évidence quand même que ça allait être Maison Grise et pas une 3e année en école d'ingénieur. Ouais. Il y avait quand même le cœur qui parlait un petit peu. En fait, à une époque, je m'en souviens, on avait parlé avec Pierre de ça, avant que je quitte mon école, sinon j'essaie de continuer les deux, c'est-à-dire je fais mon école, mais en même temps, à des moments, je viens à Maison Grise, et en fait, c'était impossible parce que tu vois, c'est à 3 heures en train. Si j'étais venu, ça aurait été le week-end, donc il y aurait personne à Maison Grise, enfin, ça aurait pas marché en fait. Et du coup, c'était un peu une décision, moi, je savais que je le voulais. Je savais, en fait, je pense que ça aurait été dur si en même temps j'avais envie de continuer mon école et je me suis dit ok, je vais vraiment être ingénieur en même temps. Là, je savais c'est pas vraiment ce que je voulais et je me suis dit bon, au pire du pire, même si ça marche pas, bon déjà je regretterai pas parce que j'aurais tenté et au pire tu peux reprendre des études à côté. En fait, c'est un autre truc aussi que je m'étais dit pendant mes études, c'est que je pense que j'ai fait ingénieur, mais si je devais refaire des études maintenant, j'aurais plutôt fait un truc dans le commerce, un peu plus marketing et des trucs comme ça. Je pense que c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc je pense, tu vois, j'avais pas de regret non plus de me dire au pire j'aurais fait autre chose, mais en fait c'est marrant parce que c'est très paradoxal. J'avais un peu la vision de me dire il fallait que je le fasse parce que j'étais persuadé que ça allait marcher si je le faisais à fond, quoi. Tu sais, c'est un peu ce truc là de, tu sais, je crois pas au destin ou un truc comme ça, mais c'est plus j'étais en mode genre je voyais pas ma vie sans que ça marche YouTube. C'est pas du tout un truc prétentieux ou quoi, c'est que j'étais tellement passionné de ça depuis que j'étais petit. Je me suis dit vraiment il faut que je puisse faire ça de toutes mes journées, quoi. J'étais tellement à fond, j'adorais tellement ça depuis que j'avais 11 ans. Et du coup, je me suis dit, c'est évident, quoi. Si je le tente pas là, je vais le regretter tellement fort. Donc je me suis dit, ok, go tenter et puis on verra bien, quoi. Ok, ouais, ça me parle beaucoup et c'est un truc que j'ai entendu beaucoup de fois. Hein. Je me demande d'ailleurs si justement il y a vraiment 2 catégories de personnes, les personnes qui sentent ça au fond d'elles que c'est ça et rien d'autre, et les autres qui n'ont pas ça mais qui vont l'avoir pour une autre activité. Aussi, je me demande si toutes les personnes ont un truc au fond d'elles où elles sont sûres que ça c'est ce qu'elles doivent faire pour une telle activité, tu vois.
Je sais pas, je pense que tout le monde l'a, mais que tout le monde le sait pas vraiment. Je pense que tu sais, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, et même sûrement des gens qui nous regardent ou quoi. Je pense que tout le monde a un truc comme ça, mais qui l'a pas forcément trouvé. Tu sais, là, parce que par exemple, YouTube, je trouve que c'était plus facile de savoir que je voulais faire ça, parce que tout le monde, tous les jeunes regardaient YouTube, et comment dire, c'est un truc très connu. Donc forcément, j'allais un jour voir des vidéos YouTube et me dire, ok, j'adore ça et j'ai envie de faire ça. Mais par exemple, ça peut être des gens peut-être qui ont une passion pour être ébéniste, par exemple, ou je sais pas. Et tu sais, c'est des trucs que tu tentes beaucoup moins dans la vie. Donc tant que t'as pas tenté, tu te dis pas, ah ok, c'est ça que je vais faire. Mais je pense que tout le monde a ce truc-là. Soit une espèce de passion que tu développes pendant l'enfance, mais tu sais pas vraiment quand tu la développes. Tu sais, tu peux regarder un film où tu vois un mec qui est ébéniste et tu te dis, ah ouais, ça a l'air trop bien, mais finalement, tu repenses pas plus tard dans la vie. Et si un jour tu le testes, tu te dis, ok, c'est ça que je vais faire. Donc je pense que tout le monde a ça, mais qu'on ne sait pas forcément. Et je pense qu'un vrai truc d'ailleurs pour savoir ce qu'on veut faire, je reviens sur un peu la thématique du début, c'est l'ennui. C'est quand tu t'ennuies, tu vas essayer de vous ennuyer et vous voyez ce que vous voulez faire quand vous ennuyez en fait. Et tu dis, ok, ce que j'ai envie de faire, imagine, c'est je sais pas, peindre un tableau ou j'en sais rien, ou je sais pas, calculer, j'en sais rien. Enfin, tu sais, plein de trucs dans des thématiques différentes. Et ce truc-là que tu as envie de faire quand tu t'ennuies, ça veut dire que tu as vraiment envie de le faire, je trouve. Et essaye de voir si ça n'a pas un métier qui peut relier à ça, quoi. En fait, c'est un peu utopiste de dire ça. Mais... Non, c'est vrai, je pense que ce qui fait peur avec l'ennui, c'est qu'on pense vraiment que c'est chiant en fait. Ouais. Que tu vas rien ressentir, alors que pour avoir vécu pas mal de phases d'ennui volontaire, justement, je parle pas. En fait, on pense à l'ennui en salle de classe par exemple, où on est là. Il reste 3 heures de cours, je m'ennuie, tu vois. Et ça, c'est horrible parce que c'est vrai que t'es bloqué physiquement, tu peux pas sortir, tu peux pas te lever. Ah, tu subis quoi. Alors que l'ennui chez toi ou en balade dehors et c'est toi qui te force à t'ennuyer. Peut-être que tu vas t'ennuyer au début parce qu'en effet, t'es pas stimulé par un contenu ou par une vidéo ou un truc comme ça. Mais après, tu vas avoir des pensées qui vont venir, tu vas pouvoir jongler un petit peu avec, tu vas pouvoir jouer avec des pensées, visualiser des trucs ou te rappeler des trucs que t'avais oubliés, des trucs que t'as besoin de faire. Carrément. En fait, c'est pas vraiment, tu t'ennuies pas vraiment, tu t'ennuies peut-être au début. Parce que le contraste est fort entre un truc très stimulant et l'ennui volontaire, mais en vrai, après, tu peux y trouver du plaisir. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être pas spécialement de l'ennui, on appelle ça l'ennui, mais c'est juste l'absence d'activité, quoi. La réflexion, c'est ça. Et ça marche bien, tu vas faire un tour dehors, tu laisses ton téléphone chez toi, tu te fais un tour dans un quartier que tu connais bien, ou c'est à la campagne, dans un chemin que tu connais bien et tout. Et là, tu vois un peu à quoi tu penses, qu'est-ce qui te fait envie et tout. Je pense que c'est peut-être un peu utopiste, hein, parce que je me rends pas compte à quel point ça peut être beaucoup plus dur que ça. Mais soit ça, ou soit juste rader plein de trucs. Tu sais, rien que regarder des films ou des vidéos, des trucs comme ça, tu sais, de voir plein via des personnages ou des trucs comme ça, plein de façons de vivre différentes. Des fois, ça peut t'inspirer. Tu sais, je pense qu'il y a plein de gens, ils ont radé. Tu sais, je pense que c'est ça un peu chez des jeunes qui radent des films policiers et qui veulent devenir policiers derrière. Bon, là, c'est un peu pareil, c'est un métier peut-être très connu dans les films, donc c'est le premier qui vient en tête. Mais je reprends le truc d'ébéniste, c'est vraiment un métier. Par exemple, c'est mon frère qui voulait faire ça à une époque, c'est pour ça que je donne cet exemple. Et tu vois, il a dû voir ça dans un film et se dire, ah ouais, ça a l'air trop bien, et tu penses pas forcément, alors qu'autant c'est peut-être ton métier de rêve et quelqu'un va être passionné par ça, quoi. Okay. Est-ce que parfois tu croises quelqu'un qui a à peu près ton âge qui a continué par exemple des études d'ingénieur, ou qui est un peu t'es dans le métro, tu vois un gars qui est en chemise et qui aurait peut-être le profil d'être en école d'ingénieur, tu te dis ça aurait pu être moi, et tu repenses à ta position et t'es content d'avoir fait ce choix là? Alors pas tant que ça, parce que tu prends pas le métro? si pour le coup, si beaucoup. si beaucoup, mais en fait non. Par contre, ce qui m'arrive, ce qui est assez marrant, c'est depuis que j'ai quitté l'école, genre une fois tous les 2-3 mois, je fais un rêve comme quoi je passe l'examen d'ingénieur. Et c'est un vrai truc, un truc qui me revient à chaque fois. Et tu sais, à chaque fois je fais l'examen et je me dis, attends, mais c'est pas possible, ça fait 2 ans que je suis plus dans l'école, je vais jamais réussir. Et effectivement, je bloque devant l'examen, et en me réveillant, je suis là en mode, ah ouais, c'est vrai que c'est un rêve, j'ai oublié que je suis plus dans l'école. Et je te jure, ça m'arrive j'arrive pas à le quantifier si c'est tous les 2-3 mois, mais ça m'arrive assez régulièrement. Et quand je me réveille, je suis en mode, ah bah c'est vrai que en fait je suis plus dans l'école, donc faire une vidéo. Tranquille, c'est pas grave, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Oh, c'est incroyable ce que tu me dis. Ouais, c'est marrant. J'avais une discussion avec un gars qui s'appelle Antoine BM. Il y a sur le podcast, ça devait être le 3e ou 4e épisode, et il me disait, donc lui il est entrepreneur maintenant, mais ça marche bien pour lui, franchement il a pas de quoi s'inquiéter, et parfois aussi régulièrement il faisait des rêves. Il était en école de commerce lui, et en fait dans son rêve, en gros, son entreprise marchait plus, il était obligé de retourner à l'école de commerce. Et moi aussi, ça m'arrivait aussi. Ah ouais, c'est marrant, tu vois. Je retournais en école de droit et je devais repasser des examens et j'avais que des mauvaises notes et j'avais plus le droit de faire ce que j'aimais. Enfin, alors moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas le rêve, c'est pas YouTube marche plus donc je retourne à l'école. C'est juste d'un coup, je sais pas pourquoi, justement, je passe l'examen alors que je suis conscience que je suis YouTubeur, tu vois. Et enfin, que je suis plus dans. Enfin, non, j'ai pas trop conscience que je suis plus dans l'école,
mais j'ai conscience de me dire, mais attends, ça fait, ouais, si, c'est un peu ça, ça fait 2 ans que je suis plus là. Pourquoi est-ce que je fais ça? Mais ça te ramène quand même à l'école, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors marrant, que c'est un endroit où t'as plus forcément envie de retourner, quoi. Non, je confirme même. Déjà, j'ai encore beaucoup de potes qui font des études. En plus, j'ai beaucoup de potes qui sont en études de médecine, donc c'est très long. Et encore maintenant, ils sont encore dans les révisions, les trucs comme ça. Et moi, ça me fascine de me dire, enfin, c'est hyper fort de comment dire, encore à 25-26 ans, d'être encore à fond dans les études, les examens et tout. Et grand bravo à eux, tu vois, c'est vraiment du. Enfin, je pense que je pourrais le refaire si vraiment, mais si vraiment il le faut. Mais c'est vrai qu'il faut se remettre dans le bain des études et tout, c'est quand même un vrai truc. Bon, après, ils ont jamais arrêté, donc peut-être c'est plus simple, mais quand même, gros respect à tous ceux même qui regardent la vidéo qui sont dans des longues études. Enfin, c'est vraiment un vrai travail acharné depuis des années, quoi. Bah, j'en parlais même avec un ami qui passe lui l'école de magistrature parce qu'il a fait des études de droit aussi, et pareil, ça m'a remis un peu dans ce truc de révision, là c'était les rattrapages il y a quelques semaines pour ceux qui étaient à la fac, et lui c'était un concours, mais il y en a beaucoup qui préparent des concours et des prépas l'été aussi, et c'est vrai que, mais en même temps souvent c'est des personnes qui sont vraiment pas intéressées par la voie de l'entreprise par exemple, donc en fait je trouve que l'important c'est que tout le monde soit content de... Ah bah évidemment, c'est sûr. Et ils sont contents parfois de réviser parce qu'ils ont l'objectif, ce qui est compliqué c'est quand toi tu révises et que t'as même pas envie, comme tu le disais, après tu te vois même pas faire ce que t'es en train de faire. C'est plus dur. Quand tu subis un peu le truc, tu sais que tu bosses beaucoup, mais tu sais pas pourquoi. Et moi, c'était vraiment ça. Je crois que j'y repense à mes aux 2 ans d'école d'ingénieur. Enfin, c'est vraiment bizarre parce que je travaillais un peu, je pense, pour la pression sociale que soit je m'instaurais moi-même, ou soit un peu de la famille ou quoi, de me dire, ok, il faut que j'ai des bonnes notes. Alors qu'en vrai, j'avais pas envie, en fait. Enfin, j'avais envie d'avoir des bonnes notes, mais j'avais pas envie de faire ça. Donc c'est très paradoxal. Et je pense que malheureusement, c'est vrai que quand tu subis ce truc-là sans vraiment trop savoir ce que tu veux faire, je pense que c'est encore pire, ça. C'est ouais, tu travailles beaucoup dans ces études-là, mais tu sais que tu veux pas faire ça, mais tu sais pas vraiment ce que tu veux faire à côté. Du coup, c'est un peu dur, mais aussi, il faut passer par là pour se dire, ok, bah derrière, on sait ce qu'on veut, quoi. Ok. Donc, en soi, le choix, t'as fait le bon choix, t'as fait le choix du cœur, le choix de la passion, et t'es content de l'avoir fait. Ouais, carrément. Du coup, tu me disais que tu vivais pas de ta chaîne YouTube à ce moment-là où Pierre Cross te propose de venir à Maison Grise, et donc là est-ce que tu te dis bon bah j'ai 1 an, je suis à Maison Grise à plein temps, il faut que je vive de mon activité, il faut que je m'impose sur le YouTube game, il faut que je me développe, quoi. En vrai, je m'étais pas fixé, je pense que j'avais un peu inconsciemment le truc de 1 an, mais en vrai c'était un peu freestyle. Je me suis dit je vais voir, parce que j'avais pas envie non plus de mettre une pression, de me dire ok, dans 1 an il faut absolument que j'en vive. Enfin, ça justement c'est pas le bon move à avoir, parce qu'après tu fais des trucs, t'agis un peu dans l'urgence. Tu sors une vidéo qui marche pas, t'es en mode attends, mais vite, il me reste plus que 11 mois du coup pour percer, donc vas-y, tu fais un peu des trucs que tu regrettes derrière. Donc justement, je m'étais pas trop mis cette pression là. Excuse-moi, ouais. Ok, hyper proche comme ça là. J'espère que vous appréciez ma voix. Là, ceux qui écoutent dans la voiture, ils ont dû avoir un. Yes. Salut à tous. Non, justement, je m'étais pas trop mis cette pression là, mais je suis content que ça ait marché avant, parce que je pense que c'est encore pire que si au bout d'1 an ça marchait toujours pas. T'es un peu dans la pression de te dire ok, je fais quoi, mais en même temps je vais regretter. Enfin, tu sais pas trop ce que tu fais, donc j'ai pas trop réfléchi. C'était un peu inconscient, mais je me suis dit ok, one life, faut tenter quoi. C'est un peu ça. Donc, voilà. Et donc les premières semaines, est-ce que tu te rappelles de un petit peu, est-ce que tu avais une pression, est-ce que comment ça s'est passé les premières semaines quand t'arrives? T'avais ton studio en bas du coup? Ouais, ils t'ont donné un studio et tu tournais tes vidéos. C'est ça. Bon, du coup j'étais à mi-temps avec Pierre, donc j'avais un peu une source de revenus via là, qui était un petit truc, hein, mais qui permettait un peu de vivre déjà. C'était sur Paris, hein, donc j'avais la chance parce que j'avais un appart prêté par des amis de mes parents. Déjà, de t'enlever le loyer de Paris, donc ça c'était plutôt cool. J'avais un petit peu de revenus, mes parents qui m'aidaient, donc ça, heureusement, financièrement, j'avais la chance de pas être trop contraint. En tout cas au début, quoi. Et donc, je faisais mes vidéos. Et comment ça se passait? Mais tu sais que j'arrive plus trop à me souvenir de l'état d'esprit que j'avais. Mais je pense que j'étais évidemment très content. Mais tu sais, c'est le moment où tu découvres le moment où t'as presque trop de temps en fait. Tu sais, t'as une semaine où tu te dédies un peu qu'à ça. Et du coup, c'est dur au début de bien répartir son temps quand tu bosses seul. Surtout sur des vidéos où tu sais, tu peux, si t'es très inspiré, que tu sais, tu peux finir tout très vite en fait. Une vidéo, t'as l'idée qui te vient, imagine en 10 minutes, tu tournes le lendemain et tu montes après. Tu sais, en 3 jours, t'as fini ta vidéo. Et en théorie, tu peux avoir 4 jours de libre dans la semaine. Alors qu'au final, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais tu vois, c'est très dur à gérer son temps seul. Surtout au début où en plus, tu sais, j'étais un peu limité dans ce que je pouvais faire. C'était pas non plus des grosses vidéos. C'était souvent un truc à une caméra, seul, face cam, etc. Donc j'avoue que je pense que j'avais du mal au début à gérer un peu ce temps-là. Heureusement, en fait, ça, j'ai toujours eu de la chance là-dessus d'être à Maison Grise parce que t'es vraiment bien encadré en fait. Il y a à la fois des gens, des youtubeurs comme Pierre, Ben, etc.
qui ont vécu ce truc là, donc ils peuvent te dire un peu comment gérer le temps, comment gérer le timing, etc. Pour les sorties de vidéos, le timing créatif, etc. T'as d'autres gens qui s'y connaissent un peu, même s'ils font pas des vidéos, typiquement Guillaume et Fred. Et après, au fur et à mesure, t'as plein d'autres gens qui sont les monteurs, chargés de prod, etc., qui eux-mêmes ont une notion, qui abordent un peu différemment les vidéos. Donc en fait, tu sais, t'es vraiment bien encadré et ça te fait tout relativiser, ça te fait tout. C'est du soutien aussi, même si c'est inconscient, tu as du soutien de te dire, ok, t'es pas tout seul. Et ça, c'était vraiment une vraie chance que j'ai à Maison Grise encore maintenant, de dire t'es bien encadré. Et ça m'a vraiment aidé aussi les premiers mois, parce qu'au début, t'es là en mode, maintenant je fais quoi en fait, c'est un peu ça quoi. Donc tu t'es senti bien en confiance ah ouais, dès le début, et tu t'expliquais dans un podcast aussi qu'il t'avait fait des cours, limite un petit cours de YouTube. Bon ça, c'est vrai que c'était arrivé une fois, mais ça c'était plus dans le stage d'été, le stage premier avant d'arriver. Oui, c'était marrant, c'était... Non, en fait, il faisait un truc, Pierre, c'était... donc quand on faisait une vidéo par jour là, pendant 2 semaines, on écrivait un sketch et tout qui durait 2 minutes, et donc on lui montrait la vidéo finale, et comme c'était un sketch écrit, moi j'avais tout écrit sur un document Word. Et lui, à la fin du sketch, il me disait vas-y, ressors le document Word. Et je lui montrais le truc. Et tu sais, il relisait tout le truc. Et un peu vanne par vanne, il me disait bon, ça c'était cool, ça je pense, tu aurais pu l'orienter différemment. Et tu sais, c'était un peu plus ça le cours entre guillemets. Après, c'était pas vraiment cours parce que derrière, je peux faire ce que je veux. Mais c'est plus des conseils qui sont intéressants à prendre, tu vois, justement. Ok. Est-ce que maintenant encore, quand tu sors une vidéo ou quand tu vas sortir une vidéo, elle est revue par beaucoup de membres de l'équipe et... Au début, je faisais revoir mes vidéos, mais même pas par des gens de Maison Grise, c'était plus genre mon frère, pour avoir vraiment un avis neutre. Donc c'était soit mon frère, soit des potes d'enfance, des trucs comme ça. Ou par exemple la Maison Grise, même encore maintenant, des fois PA, je lui montre mes vidéos, juste... Enfin maintenant, je pense un peu avoir la notion de me dire ok... En fait, c'est plus, je remonte mes vidéos quand soit j'ai un doute sur la compréhension du concept. Des fois, tu fais le truc à force d'avoir réfléchi au truc. Pour moi, c'est évident que les gens comprennent. Des fois, je me dis, attends, est-ce que c'est évident pour tout le monde? Donc là, je demande à quelqu'un qui a pas du tout interféré dans la vidéo. Ou alors, quand des fois, je me dis peut-être que c'est trop long. C'est une vidéo même qui dure 25 minutes. Elle peut en durer que 20 et c'est plus intéressant. Et donc là, je la montre à d'autres gens. Mais je le fais de moins en moins pour le coup. Okay. Parce que déjà, maintenant, comme c'est des monteurs qui montent mes vidéos, eux-mêmes, ils ont un point de vue un peu plus objectif sur la vidéo de base. Donc eux-mêmes ils gardent un peu les trucs intéressants pour eux. Ensuite moi je revois la vidéo, mais comme j'ai pas monté la vidéo, du coup je suis un peu moins je la connais un peu moins par cœur, donc je suis plus objectif aussi dessus. Et donc au bout d'un moment, et aussi je pense un peu avec l'expérience entre guillemets, tu vois, j'arrive à me dire si la vidéo me convient et si je pense qu'elle va plaire aux gens quoi. Okay. Et si j'ai un doute, je le montre, mais c'est vraiment rare quoi. Combien de temps tu passes à trouver un bon titre et une bonne miniature? Alors ça c'est tellement aléatoire, je sais pas. Maintenant en fait moi pendant longtemps je procédais sur YouTube en réfléchissant au concept, et avant de le tourner, déjà j'avais le titre et la miniature. Enfin, je la faisais pas réellement, mais tu sais, j'arrivais à visualiser la miniature dans ma tête et le titre avant, parce que j'aime pas, tu sais, le truc de tu tournes un concept, tu trouves trop bien, et avant de la poster, t'es en mode, bah attends, mais comment je le titre, comment je vais la miniature? Parce qu'en plus, c'est tellement important finalement sur YouTube que quand t'es dans ce truc de rush, tu regrettes un peu de pas avoir pensé avant, et du coup, c'est très aléatoire. En vrai, je saurais pas dire. Est-ce que tu fais, tu sais, sur le YouTube Analytics, les vidéos sont de 1 à 10. Ouais. Est-ce que tu fais des 10 sur 10 parfois? Ah oui. Parce que, mec, j'ai l'impression, là, depuis quelques mois, tes vidéos, elles cartonnent de en vrai, oui et non, ça dépend toujours. Ok. Je pense, même à toi, ça arrive d'avoir des... Ah oui, bien sûr, mais je pense à tout le monde. Ouais, même là, ceux que je connais, à Pierre, ça arrive, à tous les youtubeurs, on passe par là. Je sais pas si t'en as déjà parlé de ce En fait, c'est vrai que j'en parle parfois. Donc je pense que ceux qui suivent les podcasts de manière régulière, ils ont dû entendre parler de ça, parce qu'à chaque fois, dès que je parle avec un youtubeur, on parle de ce fameux 10 sur 10. Bien sûr. Un bid, entre guillemets. Qui peut faire très mal. Hein. C'est pas très mal. Moi maintenant, j'arrive à m'en détacher un peu, mais au début, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Ok. C'est un peu ce truc-là. C'est marrant de savoir que toi aussi, du coup, ça te... Ah, mais je pense tout le monde en fait. C'est ça qui est un peu marrant quelque part. C'est, je pense que tous les youtubeurs, on a ce truc-là de... En fait, même si tu fais des vidéos que tu kiffes, t'es content de la vidéo, t'es toujours deg quand elle marche pas en fait. C'est quand même un truc de base, évidemment quoi. Moi surtout au début, je pense en 2020, enfin au début, je veux dire plutôt au début où je vivais YouTube, ça m'impactait beaucoup plus. Maintenant, j'arrive à m'en détacher un peu plus des stats et tout. Mais toujours, tous les youtubeurs te diront que t'es quand même... tu passes une meilleure soirée quand t'es 1 sur 10 que quand t'es 10 sur 10 quoi. Mais c'est normal, c'est logique en fait. C'est logique. C'est ça, ok. Et je me demandais aussi, donc là, pour revenir un petit peu à la chronologie où tu arrives à Maison Grise, tu te sens bien parce que l'équipe te met bien quand tu arrives et tu commences à faire tes premières vidéos. Je me souviens avoir vu une vidéo, d'ailleurs je vais te montrer des extraits de... Ah oui.
je vais retrouver ça. Parce qu'en fait, là, c'est marrant. On est le 2 juillet au moment où on tourne. Ouais. Et j'ai retrouvé donc 2 vidéos que tu avais tournées, qui ont été publiées en tout cas en août, d'il y a 1 an, et d'il y a 3 ans et d'il y a 2 ans. Pour te montrer un peu l'évolution que tu as eue. Il y a 3 ans, je pense. Attends, qu'est-ce que tu as pu sortir là? Alors, il y a 3 ans, c'était celle-ci. Je pourrais la montrer à l'écran-ci. Ah ouais. Ouais, c'était la première vidéo avec Camille à l'époque. Ouais. Et donc, celle-ci, c'était le 5 août. Ah ouais. Et c'était la première vidéo que j'avais faite, un peu format justement. On tourne 1h30, on garde. Enfin, c'est ce que je fais maintenant, tu vois. Le format un peu fit and fun, entre guillemets. Le fameux terme devenu un peu culte. Et c'est un peu ce truc-là. C'est la première fois que je faisais ça sur ma. Ah non, peut-être pas. Non, je l'ai déjà fait avec des potes d'enfance avant. Ok. Mais la première fois que je le faisais, en tout cas, depuis que j'étais arrivé un peu à Paris, Maison Grise et tout. Quoi. Ok. Et ensuite. Il y a le dernier qui dort, ouais. Un an prochain. Un an après, ouais. Exactement pareil, le 5 août 2020. Ah, le 5 août, ah ouais 5 août 2020, c'était vraiment un an après. Ah ouais, c'est fou, ouais. Est-ce que c'était ta première vidéo qui a beaucoup pris celle-ci? Non, en vrai, ma première, c'était un truc que j'avais fait 5 mois après que je suis arrivé à Maison Grise. C'était vivre une semaine avec l'argent des tickets à gratter. C'était un truc. Je l'ai vu. C'était, je pense, le premier truc, ma première vidéo qui avait vraiment bien marché. Ok. Et ouais, putain, c'est vrai que c'est fou, j'avais pas capté que c'était 1 an de différence entre les deux. Et il y a eu une belle évolution, hein. Ouais, bah en fait, typiquement, l'évolution qu'il y a eu, notamment, ce qui m'a aidé là-dessus, c'est que en 1 an, j'ai eu aussi, entre-temps, là, je pense que c'était les premières vidéos. Ah non, je dis n'importe quoi. Je vais dire, c'est la première vidéo où j'ai un monteur, mais le dernier qui dort, je l'avais monté aussi moi-même, je crois. Ok. Donc en fait, ouais, non, je sais pas. Je pense que c'est plus l'expérience de. En fait, je pense qu'en termes de réalisation, je pense qu'il n'y avait pas vraiment une vraie évolution parce que, à part la qualité d'image de la caméra ou quoi, mais au final, le dernier qui dort, c'est, je pense, une caméra fixe. Et en montage, je pense que j'ai un peu augmenté niveau montage, ouais. Je m'étais un peu amélioré. Ouais. Mais au final, je pense que c'est plus dans la présentation où j'avais un peu plus d'expérience. Parce que avant de faire la vidéo que tu as montré la première avec Camille, ouais. Je faisais que des trucs écrits sur ma chaîne, c'était des sketchs et des trucs comme ça, donc j'avais pas trop l'habitude de faire de l'impro. Et donc là, c'était celle le dernier qui dort, c'était 1 an après, où j'ai fait beaucoup de vidéos en impro, etc. Donc tu commences à prendre plus de codes, à être plus à l'aise, quoi. Ok. Et est-ce que c'est cette année 2020 où tu as réussi à en vivre de YouTube? Ouais, c'est ça. Okay. En fait, les 6 premiers mois à Maison Grise, donc quand j'ai arrêté mon école d'ingé, j'avais, je pense, 5000 abonnés, un truc comme ça. Et 6 mois après, j'avais. Non, je pense qu'il y avait un peu plus. Au début, je devais avoir genre 6-7 000. 6 mois après, j'avais 10 000, je crois. Donc en fait, j'avais pas pris beaucoup et. Ah ouais? Ça avait pas du tout décollé. Ok. Et en fait, j'avais fait une vidéo. Ah oui, d'ailleurs, c'est la première qui a marché, c'était pas vraiment ça. C'était une vidéo avec Benjamin Vereka. C'était un truc autour du rap français. C'était un truc que j'avais tenté parce que j'ai toujours adoré le rap et tout. Et bref. Et je voulais faire une vidéo autour de ça. Et j'ai fait un truc un peu avant Noël. Et ce qui est marrant, c'est que c'est la première vidéo qui a marché la veille de Noël. Et j'avais sorti le truc et ça avait trop bien marché. Et ça a commencé un peu à lancer la chaîne. Et en fait, c'est après la vidéo des tickets à gratter qui, d'un coup, je sais pas pourquoi, alors qu'elle avait fait, 2000 vues, elle a d'un coup commencé à décoller. Et c'est un peu le truc qui a lancé ma chaîne 6 mois après que je suis arrivé à Maison Grise. Ok. Et après, j'ai commencé à en vivre 1 mois après, en fait. En janvier, ouais, on va dire janvier, février, 1 mois après. Et après, depuis, j'ai pu en vivre, tu vois. Ok, donc ça veut dire que là, en 3 ans, t'es passé de 3000 à 800 000 abonnés. Ouais, c'est ça, en gros. Ok, la vache. Et en fait, le plus dingue, c'était plutôt en fait, c'était l'année 2020 où il y avait la révolution. C'est que en décembre 2019, j'avais 5000 abonnés. Et en décembre 2020, j'avais 500 000, je crois. Ok. Et c'était l'année 2020. En fait, c'était très bizarre l'année 2020 parce que c'était en même temps où j'ai commencé à marcher, il y a eu le premier confinement. Donc c'était bizarre, tout allait trop bien. Et là, je retourne à Savas, dans la campagne, chez mes parents et tout. Donc tu recommences à faire des vidéos seul. Enfin, j'ai l'impression d'être revenu en arrière je faisais des vidéos dans la même chambre à l'époque. Donc même si c'est des concepts différents, c'est vraiment bizarre. Mais au final, c'était une année la plus folle d'un point de vue YouTube parce que j'avais pu faire plein de trucs, ça avait tellement évolué. Là, je parle pas que des stats, hein, mais en termes de concepts, c'est là où j'ai pu avoir des monteurs, donc j'avais plus de temps pour faire des vidéos, etc. Donc c'est là où vraiment il y a eu toute l'évolution. Et ouais, non, c'était incroyable, c'était un truc de fou. Mais paradoxalement, en perso, pardon, c'était justement une année bizarre via le confinement, via un peu des problèmes perso et tout. Donc c'était très paradoxal 2020, tu vois. Ok. Mais au final, ça reste fou, quoi. Donc le premier confinement, tu l'as assez mal vécu personnellement. Ouais, là, longue histoire. Je rentre pas trop dans les détails, mais en perso, c'est où c'était pas dingue. Mais d'un côté, en même temps, c'est tellement cool ce que je vivais avec YouTube que du coup, c'est pas que ça compensait, parce que c'est vraiment différent, mais c'était une année vraiment folle en fait. Enfin, folle dans le sens absurde, enfin, j'ai pas le bon mot, tu vois, mais.
c'était étrange parce que déconnecté de la réalité en fait. Bah en fait non, pas tant que ça justement, parce qu'au contraire, enfin moi ma vie avait pas du tout changé en le sens où, enfin tu vois, t'as pas du tout un truc de c'est bon je passe à 500 000 abonnés, tu prends la grosse tête ou je sais pas quoi, vraiment pas du tout. Donc non en fait c'est juste, moi j'étais vraiment content parce que là je pouvais vraiment faire, tu te sens plus libre de faire un peu ce que tu veux. Enfin non c'est pas non plus ça, parce qu'avant j'étais pas restreint, je sais pas comment dire, mais c'est une année où tu sais, t'as un peu le rêve qui se concrétise un peu, tu vois. Le truc de t'envie, tu fais. C'est vraiment un. Tu sais, c'était vraiment le vrai. Souvent, je parle de rêve de gosse dans ma vidéo, mais c'était le rêve de gosse numéro 1 de ma vie, c'était de pouvoir faire des vidéos tout le temps, tu vois, toute la journée et tout. Et là, c'était vraiment l'année où ça se concrétisait vraiment, quoi. Et en plus, j'avais un peu, je pense, aussi ce truc-là de me dire ok, bon, cool, je vais pas retourner à faire des études que je voulais pas faire, tu vois. Ouais, tu sécurisais de plus en plus et ça allait de mieux en mieux dans ce sens-là. Ouais, c'est un peu ça. Tu sentais que t'avais pas allé. C'est ça, ouais. Ok. Est-ce que parfois t'as l'impression que t'es encore un peu dans un rêve et que tu réalises pas trop? En fait, un peu, c'est-à-dire que je trouve que tant que t'es dedans, ouais, bon, j'ai tapé le micro, désolé à ceux qui m'ont un bruit. Je pense que tant que t'es dans le truc, c'est ça qui est un peu fourbe avec le cerveau humain, c'est que tu profites pas tellement tant que t'es dans le truc, je trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Ouais. Tu sais, c'est une fois. Ou peut-être c'est surtout moi qui suis comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens pareils. C'est quand t'es dans le truc, tu profites moins parce que t'es justement à fond, t'es dans le truc de ok, bah tu sais, tu travailles à fond là-dessus, etc. Donc je pense que t'as moins le recul pour te dire ah ouais, incroyable. Enfin, si je l'ai quand même, mais des fois, tu sais, je repense un peu à quand j'avais 12 ans et je faisais mes premières vidéos et je me dis, c'est fou. Enfin, tu sais, je suis quand même trop content, mais je pense que je réalise pas encore pleinement que je le vis en fait. Tu vois, c'est un peu paradoxal aussi. C'est un peu ce que disait parfois par exemple un tennisman qui pour lui le rêve c'est de jouer à Roland Garros sur le court Châtrier, tu vois, et il disait que parfois la première fois qu'il allait sur le court il n'en profitait pas parce que c'est tellement étrange. Ouais, c'est dans le truc en fait, il est dans son match et c'est ça, donc c'est un petit peu ce que ça me faisait un peu penser à ça quand tu me disais ça. Ouais, c'est un peu ça. Et est-ce que parfois t'as besoin limite de regarder des vidéos que t'as tournées pour te rendre compte que ça s'est produit? Et bah tu sais que je l'ai fait un peu ça des fois. J'ai fait un peu de regarder des vieilles vidéos, mais je le fais aussi un peu par nostalgie parce que je vais bien quand même cette période. Mais je le fais un petit peu aussi, je pense que ça m'aide un peu aussi à me dire ah ouais trop bien en fait, ça a bien évolué quoi. Ok. Et encore une fois quand je parle d'évolution, je parle pas de trucs de ah ouais trop bien, j'ai plein d'abonnés, des trucs comme ça, c'est vraiment pas, je parle même pas que ça. Bon forcément ça joue un petit peu pour être honnête, mais c'est même dans le, tu vois, l'envie de, tu sais quand j'étais petit des fois je me disais ah ouais j'aimerais trop faire telle vidéo mais c'était impossible. Tu vois genre typiquement quand je fais les vidéos des matchs de foot, moi j'ai toujours adoré le foot quand j'étais petit et tout, et me dire vas-y tu fais une grosse vidéo avec plein de gens, plein de caméras et tout, d'où le rendu et j'en suis vraiment content et tout. Quand t'es plus jeune, moi c'était évidemment impossible. Et de me dire ah ouais je peux faire ça maintenant, c'est plus ça où je me dis ah ouais c'est trop bien en fait, je peux faire les vidéos dont j'ai toujours rêvé quoi. Ouais, tu sens que t'as rendu fier le Lucas petit qui regarde YouTube. Ouais, c'est un peu ça tu vois, c'est un peu ça. Ok. C'est ça. Et est-ce que maintenant que t'as presque 1 million d'abonnés, est-ce que t'as des petites anecdotes avec des abonnés que tu pourrais nous partager dans le podcast? Où j'ai rencontré des gens quoi? Pour commencer, si ça se trouve, il y en a une en tête que j'ai qui date de quelques semaines. T'as pas fait un concert où les abonnés vous ont reconnu en haut des tribunes? Ah oui, ça, moi je pensais pas à ce genre de truc, mais pour commencer, j'étais allé au concert de Big Flo Oli. C'était il y a, je sais même plus. Ouais, quelques semaines. Je crois il y a une semaine en fait. Ouais, c'est vraiment pas il y a longtemps. D'ailleurs, trop bien, incroyable et tout. Et en fait, ouais, j'avoue que ça a paru bizarre parce qu'en fait, on était arrivé dans les tribunes en haut. Et tu sais, c'est un peu dans l'ombre et tout. Et t'avais les gens dans la fosse qui nous avaient vus et qui nous appelaient. J'étais avec Alaya et Vincent. Et qui nous appelaient d'en haut. Et j'étais un peu choqué. Déjà, je pensais pas que les gens nous voyaient parce qu'on était dans l'ombre et tout. Et je pensais pas que les gens allaient nous appeler et tout. Et donc, ça, j'avoue que ça fait un peu bizarre toujours. Et c'est trop bien, tu vois. Tout le monde était trop gentil. Après, on a vu beaucoup à la sortie du concert. Et ça fait toujours trop plaisir de croiser plein de gens. Tout le monde est trop sympa et tout. Donc, c'est toujours un grand plaisir. Et non, je pense que. Un truc plus absurde entre guillemets qui est arrivé, j'avais un truc où je pense que c'était quasiment il y a 2 ans, j'étais avec Oriane de Maison Grise, on était parti faire un repérage pour un tournage à l'autre bout de Paris et en revenant dans le métro t'avais un abonné qui m'a reconnu et donc dans le métro hein. Et tu sais il m'avait appelé mais hyper fort. Genre, tu sais, dans le métro, personne parle ou alors hyper bas. Et lui, il m'a vraiment appelé hyper fort. Et du coup, tout le métro s'est arrêté. Et tous les gens sont arrêtés dans le métro et ils nous ont tous regardés. Et tu sais, t'as un peu la gêne où t'es là, tu sais, tu te sens vraiment observé et écouté. Et en fait, évidemment, le mec, peut-être il se rendait pas compte qu'il avait dit hyper fort.
Mais tu vois, il continuait et il continuait à parler hyper fort et tout le monde nous écoutait. J'étais un peu gêné. Il faisait Lucas et puis après il continuait de parler. C'est ça, tu vois. Et bon, ouais, ça c'est plus marrant sur le moment, mais ça va toujours rester un peu. J'étais un petit peu gêné sur le moment, mais en même temps, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu vois. Et si j'ai un autre truc un peu marrant aussi, j'étais avec mon frère dans le métro aussi, bah, c'est encore dans le métro. Et à un moment, t'as un policier qui vient me voir, tu sais, t'as des moments, t'as des mecs, je sais pas si c'est vraiment un policier, mais agent de sécurité de. Peut-être pas la RATP, mais en tout cas, bon, bref, tu sens que c'est un mec en uniforme qui fait respecter la loi, quoi. et donc c'était 3-4, et t'en as un qui vient me voir, et il me dit juste, est-ce que ça te dérange de descendre au prochain arrêt? Et j'étais là, attends, il se passe quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, je lui dis, ok, bien sûr, mais tu sais, sur le moment, j'étais en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, on est descendu après, et c'était un abonné. Et sauf que vu qu'il était en fonction, il pouvait pas me demander une photo ou quoi dans le métro. Du coup, on est descendu à l'arrêt, on a parlé, tu vois. Ça m'a fait rire sur le moment. Et je pense j'en ai d'autres, mais j'oublie un peu. Mais bon, y a rien de fou non plus, mais c'est un peu marrant. Quand tu te balades dans les grandes villes, tu te fais reconnaître tous les jours maintenant? Ouais, je pense à peu près. Après, en vrai, Paris, pour le coup, c'est marrant parce que Paris, on a l'impression que c'est là où t'as le plus de gens qui t'arrêtent, alors qu'au final, non. C'est justement l'inverse. Ok. J'ai l'impression. Mais après, je sors pas de ouf non plus dans. Ouais, quoique, ça dépend. Ça dépend, ouais. Ok. Mais un petit peu, ouais. Enfin, ça dépend, c'est vraiment aléatoire. Mais en tout cas, c'est toujours trop cool. Moi, je kiffe croiser plein de gens parce que souvent, je prends le temps un peu de parler avec les gens parce que j'aime bien. Bah, déjà, soit c'est eux-mêmes qui parlent d'un truc, ou soit même j'aime bien parler, genre juste tu sais, apprendre ce qu'ils font dans la vie, voir, ou même par rapport aux vidéos, voir ce qu'ils aiment bien, quelles vidéos ils ont bien aimé, tu sais, j'aime bien me parler avec plein de gens. D'ailleurs, s'il y en a qui me croisent ou quoi, n'hésitez pas, vraiment, c'est toujours avec plaisir. Ouais. Ok, ouais, c'est cool de prendre le temps de leur parler à chaque fois. Ouais, de ouf, en vrai, c'est entre eux. Ok. Est-ce que le Lucas de 2022, il est plus heureux que le Lucas de 2020? Je sais pas, en fait, je pense que ce qui est fourbe, c'est que tu sais, quand tu penses au passé, t'as toujours t'occultes un peu tous les trucs moins bien, et du coup, t'as toujours l'impression d'être plus heureux avant. Je crois que c'est un nom, ça s'appelle le biais de nostalgie en fait. Ok, bah c'est un peu l'idée qu'avant tu retiens que le positif ouais, d'avant. Ouais, c'est un peu ça. Et il y a un mème sur Twitter qui me fait rire où tu vois 2011, 2012, 2013, 2014, faudrait que je te l'envoie si je rajouterai au montage. Ouais. Où c'est un mec qui est pas bien. Et après 2015, 2016, 2017, il est pas bien non plus, mais quand il repense à l'époque, il s'imaginait en mode il va bien, tu vois. Donc en vrai, je pense que je suis bien en 2020, en 2022. Je pense que je suis heureux différemment, on va dire. Je pense que 2020, j'étais très 100% un peu carrière pro de full YouTube. Et je pense que mon bonheur dépendait beaucoup de ça. C'est-à-dire, je reposais beaucoup sur. Tu sais, si j'étais frustré parce que je pouvais pas faire telle vidéo ou telle vidéo marchait pas ou je sais pas quoi, ça m'impactait beaucoup plus dans mon quotidien. Donc je pense que j'étais très lié à ça. Et là, 2022, je pense que c'est un bonheur qui est un peu différent. Dans le sens où ça dépend encore beaucoup de YouTube et tout, parce qu'en vrai, mine de rien, ça représente 80% de ma vie facile. Je pense que j'ai un peu une part de perso qui rentre en jeu, tu vois, avec des rencontres ou des trucs comme ça différentes qui m'ont fait profiter de la vie un peu différemment, tu vois. Avant, j'étais beaucoup plus dans la sphère pro pour être heureux, et ça dépendait beaucoup de ça. Et maintenant, je considère un peu plus d'autres aspects de la vie dont je m'étais un peu privé avant, tu vois. Ça t'apporte un truc que tu retrouves pas forcément avec YouTube et inversement. Ouais, c'est ça. Quoi. Et typiquement, tu vois, c'est ça qui m'a un peu aidé à me détacher un peu des trucs de stats ou des trucs comme ça. Parce qu'en vrai, voilà, beaucoup de youtubeurs ont beaucoup dans les stats, peut-être toi aussi, tu vois. Bah, tu vois, on va parler du 10 sur 10, mais sans dire que quand t'es 10 sur 10, t'es dépressif ou quoi. C'est juste que quand t'es 10 sur 10, ça peut impacter sur le moment. Et tu vois, maintenant, c'est moins ce truc-là. Bon, ça compte évidemment toujours, mais j'arrive à trouver d'autres sources de bonheur un peu ailleurs. Et je suis content de ça, tu vois. Et notamment. Sans rentrer trop dans le perso, mais tu vois, c'est via des rencontres, des trucs comme ça des derniers mois qui m'ont vraiment fait notamment une rencontre où c'est un peu différent et tu sais, tu trouves un peu tu vis un peu différemment et je trouve que c'est un bonheur un peu différent de 2020. En fait, je sais pas si je suis plus heureux qu'en 2020, mais c'est un bonheur un peu différent en tout cas. Tu trouves pas que... J'ai beaucoup bégayé parce que je sais pas trop comment le raconter. Non, c'est clair. Okay. Il y a la vie pro et la vie perso et t'as trouvé ton bonheur dans plusieurs sources que t'avais pas avant. Ouais, avant c'était beaucoup plus pro, j'étais beaucoup un peu enfermé là-dedans, tu vois. Est-ce que tu trouves pas que... Bon là t'as 23 ans du coup comme moi actuellement, tu viens de les avoir. Est-ce que tu trouves pas que plus on grandit et plus on ressent les choses profondément aussi? Bah, c'est-à-dire à quel niveau tu veux dire Quelle que soit la chose que tu ressens, tu la ressens plus fort. Donc dans le sens par exemple... je sais pas. Non, je sais pas dans quel toi sur quel axe par exemple quand je suis heureux à 23 ans
j'ai l'impression que je suis plus heureux que quand j'étais le plus heureux à 18 ans. Alors qu'à 23 ans, quand je suis vraiment très heureux, je le ressens très profondément. Et à l'inversement, quand je me sens pas très bien, je le sens très profondément. Alors qu'à 18 ans, j'ai l'impression que je ressentais les choses plus en surface. Ah, c'est marrant, parce que moi j'aurais dit l'inverse, tu vois. Ok. J'aurais dit que plus tu grandis et plus tu as du recul un peu sur les choses. Je pense que, ouais, alors je suis d'accord sur le côté heureux. Mais après, peut-être que je suis un peu biaisé par mon expérience perso ou quoi. Mais quand je suis heureux, je me dis au contraire que j'ai plus le recul de me dire, ok, bah, tu sais, quand t'as vraiment une source de joie sur le moment, j'ai plus le recul de me dire, ok, bah là, profites-en à fond. Et à l'inverse, quand il y a un truc qui va moins bien, j'ai l'impression que j'arrive plus à prendre du recul, de me dire, ok, bah, je suis conscient que c'est un truc un peu provisoire ou je sais pas quoi, tu vois. Mais non, j'aurais dit plutôt à l'inverse, mais je sais pas qu'il y a. Je pense que je pense que c'est vraiment différent selon les gens, tu vois. Okay, je pense que ça dépend beaucoup de comment t'étais à 18 ans, comment t'es maintenant. Je pense que c'est un peu ce truc-là aussi, quoi. Ok. Mais donc, je te pose la question parce que c'est intéressant de savoir est-ce que t'es plus heureux en 2022 aujourd'hui qu'en 2020. Ouais. Niveau professionnel, qu'est-ce que le Lucas il a appris en 2022 qui conseillerait au Lucas de 2020 Purement professionnel ou personnel d'ailleurs en fait. Alors, en pro, je dirais. Ça me fait réfléchir là. Attention, au moment un peu chiant pour les gens. Prends ton temps, c'est un podcast. Buvez un verre d'eau chez vous. Pendant ce temps, je vous invite à mettre 5 étoiles sur le podcast si vous l'écoutez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou sur YouTube, le temps que Lucas vous trouve une réponse et vous donne une leçon de vie qui vous scotchera toute votre vie. Bah là, je pense pas là. Là, je pense pas. Non, qu'est-ce que je dirais en pro ? Je dirais En fait, c'est faux parce que c'est pas les mêmes configs en 2020 en 2022, tu vois. Je pense que à une époque en 2000, un truc important. Et en vrai, je le conseille maintenant à des potes youtubeurs qui se lancent ou des trucs comme ça. Je pense que c'est de bien segmenter un peu ses journées parce que en fait, youtubeur, c'est un peu ce que je disais quand je suis arrivé à Maison Grise. Quelque part, tu peux avoir beaucoup de temps pour faire ce que tu as à faire. Et du coup, tu sais, ça te baisse un peu ta productivité. Tu sais, tu peux dire, ok, si je le fais pas maintenant, bah tranquille, je le fais ce soir, en fait, c'est pas grave. Et je pense que je conseille vraiment d'avoir des horaires un peu comme un taf un peu classique et de se dire, ok, bon bah là, si je fais pas ce truc-là ce matin, je me dis pas, bah je le ferai ce soir, c'est pas grave. Tu sais, il faut vraiment considérer que le soir, c'est hors du taf. Tu sais, YouTube, tu peux facilement te dire, ok, bah je monte ma vidéo de 23h à minuit, plus que ça, mais tu vois ce que je veux dire, tu fais un peu comme tu veux. Et je pense qu'au contraire, c'est un piège dans lequel j'étais un peu en 2020. Et tu sais, je mélangeais un peu tout. Tu sais, t'avais des moments où, je sais pas pourquoi, de 11h à 13h, je faisais un truc qui avait rien à voir, qui était plus du kiff perso, alors que du coup, je travaillais de 22h à minuit, et tu sais, c'était un peu bizarre. Et je pense, alors à la fois, c'est cool de se dire, ok, je fais un peu ce que je veux quand je veux, mais du coup, je trouve que ça baisse un peu la productivité, de me dire, des fois, si un truc à 11h, je me disais, tu sais, je dois trouver une idée pour un concept on va dire de 11h à midi. Si à 11h je le trouvais pas, je me disais bon bah c'est pas grave, au pire j'ai ce soir et tout. Et du coup tu perds beaucoup de temps en fait. Parce que ton cerveau il est pas un peu entre guillemets en alerte de se dire ok faut que je le trouve maintenant parce que je m'accorde que 1 heure pour le trouver. Et du coup tu perds beaucoup de temps je trouve. Et je pense que j'avais un peu ce truc là en 2020 où je m'en foutais un peu de me dire ok bah ce soir au pire c'est pas grave, je perds du temps. Je vais sur mon téléphone 1 heure et je rattraperai ce truc là ce soir. Et je pense que c'est vraiment un truc important de se dire ok. Et c'est d'ailleurs ce qui est vraiment cool à Maison Grise, c'est que comme 95% des gens ici ont des horaires comme un vrai boulot de 10h, 18h, moi j'essaie de vraiment respecter ces horaires-là. Bon, si j'ai un truc à faire en plus le soir, je le fais. Mais j'essaie vraiment de me dire, ok, je suis à fond de 10h à 18h. Et après, au moins le soir, j'oublie ce truc-là et je kiffe un peu en vie perso, quoi. Et avant, j'avais un peu du mal, je mélangeais un peu tout. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai appris. Et du coup, ça relie un peu à la thématique. Qu'est-ce que j'aurais conseillé en perso au Lucas de l'époque ? C'est un peu ce truc-là de vraiment segmenter pour quand t'es en perso, bah, tu kiffes et tu te dis pas ok attends j'ai tel truc à faire que j'ai oublié ou je sais pas quoi. C'est vraiment tu segmentes, tu dis ok là la journée bah, je taffe à fond, je suis à fond et tout. Et le soir bah, si vraiment t'as besoin tu travailles. Mais sinon tu peux concilier les deux et vraiment avoir la vie perso qui est vraiment importante. Et je pense que la vie perso c'est important aussi en termes de évidemment de kiff. Ça peut être pour plein de trucs mais typiquement juste sortir avec des potes en soirée ou quoi. C'est important pour le kiff perso d'une vie, mais aussi je trouve ça aide dans le pro de se détacher un peu, de pas être tout le temps à fond dans ces trucs là. En plus YouTube c'est un peu un truc où notamment c'est un taf vraiment de passionné où du coup tu y penses tout le temps et du coup je trouve c'est bien un peu de s'autoriser des pauses cérébrales un peu pour penser à d'autres choses et être plus efficace derrière. Donc c'est bien aussi de se détacher un peu à des moments quoi. Ok,
Donc le Lucas de 2022, il est plus cadré dans les horaires. Ouais, c'est ça. Et il segmente un peu mieux les choses. Donc voilà. Quand il est avec quelqu'un dans le perso, il est à fond dans le perso au maximum. Pas toujours, mais en tout cas, j'essaye le plus possible. Bah après, je connais pas grand monde qui arrive à 100% dans un métier très créatif ou un métier qui te prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais déjà, si tu arrives à faire l'effort de te concentrer sur le perso, c'est bien, ok. C'est ça. Et en vrai, c'est ça, en perso, c'est un peu ce truc-là de... je pense que pendant longtemps, je négligeais un peu Enfin, c'est bête ce que je veux dire, mais je négligeais un peu l'aspect perso sur le bonheur en général, tu vois. Mais je pense que c'était un peu lié au fait que même quand j'étais en études d'ingé, je bossais beaucoup, enfin j'ai toujours beaucoup travaillé, tu vois. Et du coup, je m'autorisais rarement un peu les kiffs perso. Et en fait, c'était un peu le truc fourbe de même quand je m'autorisais un peu des kiffs perso, juste par exemple de sortir en soirée avec des potes. Tu sais, j'ai un peu une culpabilité de me dire bah ouais, mais je travaille pas dans ce moment-là. Et tu sais, c'est un peu fourbe parce que c'est un engrenage qui est cool parce que des gens vont dire ouais, mais justement, il faut passer par là pour réussir en pro et tout. Mais je pense que c'est un truc aussi où attention à pas le regretter plus tard dans ta vie. Te dire ok, j'ai beaucoup travaillé sur plein de trucs, mais derrière tu t'es un peu privé de trucs de kiff perso qui doivent avoir lieu, quoi, je pense. Okay. Je pense que là chacun peut être très divisé là-dessus et des gens vont dire vont pas être d'accord avec moi. Et là je pense que c'est vraiment un truc tu vois, un truc que je t'aurais pas dit si on avait fait le podcast l'an dernier. Enfin en tout cas j'aurais été beaucoup plus nuancé là-dessus. Et là je trouve ça vraiment important de s'accorder des temps où vraiment tu profites en perso, parce que ça c'est un truc aussi, il faut pas le regretter derrière, quoi. Bah tu vois, la semaine dernière j'ai eu sur le podcast Marketing Mania Stan Leloup qui disait que lui par exemple il a fait très très peu de soirées à sa vingtaine, il vient d'arriver dans la trentaine et lui il a dit zéro regret parce qu'en fait dans la vie il est plutôt introverti. Ouais tu vois ça marche aussi et ouais mais c'est bien, en fait c'est juste faut savoir où est-ce qu'on est dans le spectre, quoi. Ouais c'est ça. Et en vrai la plupart des personnes sont souvent un peu au milieu parce qu'elles ont besoin d'avoir un travail et tout le monde a envie de travailler, de faire un travail productif et d'utiliser son potentiel sur une tâche intéressante, tu vois. Par contre c'est vrai qu'il y en a beaucoup, je pense, qui aiment bien aussi passer du temps bien sûr. connexion, et t'es sûrement, du coup, tu te sentiras un petit peu dans cette catégorie. En fait, oui et non, moi j'aime bien les deux en fait. C'est genre, tu vois, je suis pas le mec où je sors tous les soirs et tout. Par contre, j'aime bien des moments où on se dit, ok, on sort entre potes tel soir, ou je sais pas, j'ai un autre truc à faire tel soir avec telle personne. En fait, c'est comme pendant longtemps, je l'ai pas. En fait, c'est un peu ça le piège, c'est que pendant longtemps, je le faisais pas. C'est-à-dire, à une époque, tu vois, à mes 18-19 ans, donc quand j'étais en école d'ingé et tout, toute la semaine je travaillais jusqu'à genre 21h en école d'ingé, enfin pour l'étude d'ingénieur, pardon. Et après je travaillais pour les vidéos YouTube. Et pareil le week-end en fait je faisais quasiment que ça. Et quand j'avais une soirée avec des potes, à chaque fois c'était un peu en mode ok je viens mais je peux rester que 2 heures, et tiens je me privais un peu de ces trucs là. Sur le moment ça me dérangeait pas du tout parce que j'étais trop content de faire les vidéos. Et enfin c'est encore le cas maintenant, ce que je veux dire, mais c'est que je me disais pas ok je manque un truc. Enfin si, sur le moment j'étais un peu deg de partir de la soirée, mais quand même j'étais content de me dire ok je fais des vidéos derrière. Et tu vois là c'était un peu le moment où j'ai un peu plus de temps, parce que du coup j'ai la chance de pouvoir travailler avec une équipe où par exemple je fais plus de montage, ça me libère un temps de fou, et ça c'est trop bien. Et du coup j'ai le temps un peu de faire des soirées, des trucs comme ça, et tu découvres un peu ce kiff que je connaissais pas trop avant. Donc tu sais c'est un peu le piège de waouh en fait c'est trop bien, tu vois. Mais il faut pas non plus tomber dans le penchant inverse de dire ok maintenant je fais que ça. Du coup j'essaie de bien équilibrer le truc, et je suis plutôt content, je pense qu'il y a un équilibre cool que j'arrive à maîtriser, notamment via ce que je te disais de réduire un peu le temps perdu en journée, où maintenant j'ai conscience de me dire ok le soir si je veux sortir je le fais. Par contre Lucas t'es à fond de 10h à 18h quoi. Ok. Bah tu sais ça me parle parce que je pense qu'on est un peu pareil sur ce point. Il y a quelques années en droit j'étais content de partir avant la fin de la soirée, j'étais là je vais rentrer chez moi faire des petites vidéos et tout. Et maintenant c'est plutôt l'inverse, j'ai envie de, si j'ai bien travaillé la journée, je suis très content de rester dans la soirée et de profiter, et je me sens et c'est bien d'avoir ce truc de récompense quand t'es content de ton taf et tout. Par contre à l'inverse, si à de 10h à 18h je suis nul, que j'ai pas avancé machin, je sortirai pas le soir et je travaillerai. Et si je sors, je culpabiliserai pour le coup. Donc il y a ce truc là où c'est quand même avant tout en fait c'est ça qui est trop bien quelque part. Je suis très content de ça, et j'en suis vraiment je reconnaissant là-dessus. C'est que YouTube en fait, tu sais quand tu taffes, tu dis pas non merde faut que je taffe. Tu sais t'es trop content, et c'est ça qui est trop bien, et c'est là où vraiment j'en suis vraiment reconnaissant et encore à l'infini quoi. C'est de me dire c'est trop bien, c'est quand tu taffes la journée t'es trop content, et en plus après t'as du temps libre, donc c'est trop bien quoi. Ok. Ce serait quoi déjà c'est quoi ta vidéo préférée aujourd'hui, tu dirais? Je pense que c'est ma vidéo du foot où on affronte mon club d'enfance là. La première vidéo? Ouais, la première. Je sais pas si c'est la mieux, mais c'est plus symboliquement. Enfin, la vidéo du foot, c'est mes préférées. Ok.
Et celle-là, un peu, il y a la symbolique de je ramène tout le monde dans mon club d'enfance. Et tu l'as racheté le club, non? Alors, c'est pas racheté, on est sponsor du club. Encore maintenant. Ok, ah oui, d'accord. Et votre photo. Parce que tu peux pas racheter officiellement un club, tu sais, ça dépend de la mairie et tout. Okay. À la base, je voulais un peu, mais c'est impossible en fait. Et du coup, c'est sponsor du club. Et ouais, symboliquement, elle était trop bien, j'étais trop content. Tu sentais avant ce montage que c'était un banger parce que t'as vu qu'il y avait Michou, t'as vu qu'il y avait du beau monde? Banger, je savais pas trop. En fait, disons que la première vidéo avait bien marché, on sponsorisait le club. Et après, en fait, tu sais que pas tant que ça en fait. Je me souviens que j'en parlais même avec Pierre. J'étais pas sûr du tout que ça allait marcher, mais j'avais trop envie de la faire en fait. Je me suis dit, mais attends, mais même si elle marche pas, je m'en fous, genre c'est trop bien. Je ramène tout le monde. En fait, tu sais, c'est une vidéo de foot au final. Tu sais, ma commu, je savais pas trop si. Enfin, le foot c'est très connu, mais c'est quand même un match de foot. Bon, on a essayé de le rendre un peu divertissant et tout. Mais au final, je savais pas du tout si les gens ils allaient aimer. Mais j'avais tellement envie de la faire, je me suis dit, bon, je m'en fous en vrai. Même si elle fait 100 000 vues, ça va être trop bien. Et j'étais trop content du rendu. Et en plus, ça a bien marché, donc j'étais trop content quoi. Ok. Est-ce que tu as un peu une idée de ton feed de rêve, de ta vidéo rêvée un petit peu Bah, feed de rêve, j'en parle souvent en vidéo. C'est Ariana Grande. Oui. Un peu mais tu sais, c'est plus. Mais je crois qu'elle écoute le podcast. Elle m'avait laissé un commentaire, donc si elle veut, elle pourra t'envoyer un message. Ce serait beau. Mais ça, c'est un peu l'accomplissement. Mais tu sais, c'est plus. En vrai, tu vois, alors j'adore ce qu'elle fait. Je suis pas non plus le plus grand fan. Tu vois, en vrai, j'écoute beaucoup de ses sons, etc. Mais c'est pas non plus l'artiste dont je suis le plus grand fan. Mais c'est plus la symbolique de me dire. Que j'en parle souvent en vidéo, etc. Et de me dire, tu sais, si un jour ça se fait, c'est tellement symboliquement trop cool, comme je l'annonçais depuis longtemps. Donc je pense que c'est le feat numéro 1 quoi. Parce que pour ceux qui l'ont pas vu, on l'a peut-être vu dans tes vidéos, mais dans ton studio en bas, dans le studio dans lequel tu tournes des vidéos, il y a beaucoup de trophées YouTube, mais il y a aussi beaucoup de panneaux de tableaux avec Ariana Grande. Ouais, c'est ça. J'en ai compté minimum 3 au mètre carré. Mais en plus, déjà c'est marrant, mais c'est plus dans la symbolique de le faire, de me dire si un jour j'arrive à faire ce feat là, c'est qu'il y aurait eu quand même d'autres étapes de franchis d'ici là, et je serais content de me dire ok, tu sais, c'est tellement, je me dis honnêtement premier degré, je me dis c'est faisable, mais par contre c'est hyper dur, mais j'aime me dire ça, tu vois. Ouais. J'aime me dire si ça se fait, c'est il y a plein d'étapes à franchir avant ça. Il faudrait qu'elle fasse un tour en France, enfin qu'elle fasse un peu un tour de. Mais tu vois justement, c'est que en vrai j'en avais parlé une fois, on était allé sur Énergie avec Camille faire un passage, et tu sais des fois elle vient dans les trucs comme Énergie. Ouais. Et en fait j'ai pas non plus envie que la vidéo ce soit je fais un vlog et t'as 1 minute de passage avec elle et machin. Moi, ce serait du coup, c'est hyper ambitieux, mais un vrai concept. Ah ouais, ok. On tourne, bon, peut-être pas un truc d'1h30, mais tu vois, tu tournes 30-45 minutes avec. Et tu sais, c'est un vrai concept dédié avec elle. Attention, c'est hyper ambitieux, mais j'aime trop ça en fait. J'aime trop me dire, tu sais, je suis un grand rêveur en fait d'un côté. Tu sais, même si ça se fera. Enfin, tu vois, c'est un peu ambivalent. Je suis en mode, c'est trop dur, donc peut-être ça se fera jamais. Et à la fois, j'imagine pas que ça se fasse pas, tu vois. Donc j'aime trop me dire, ok. Comme YouTube en fait. C'est un peu ce truc là, ouais. Et j'aime trop me dire, bah vas-y, je vais essayer de taffer pour que ça se fasse. Et c'est trop bien, quoi. Tu sais, c'est vraiment un peu la métaphore de, tu sais, tu mets la carotte devant l'âne, tu sais, qui avance un peu, c'est le truc qui te fait. C'est trop important de rêver tout le temps, de se dire, ok, même si c'est un peu utopiste ou quoi, de se dire, bah, je tente un maximum et puis on verra, quoi. Tu t'étais imaginé réussir sur YouTube avant de réussir? Bah, en fait, j'en rêvais tellement que je me suis dit. En fait, c'est très bizarre, ouais. J'ai un peu formaté mon cerveau de me dire tellement j'en rêvais. Que j'étais, enfin, en fait j'ai pas envie que ça paraisse pour truc prétentieux si tu dis oui, tu vois. C'est tellement j'en rêvais de me dire bah tu sais, c'est un peu avec toutes les phrases un peu bateau de si tu travailles à fond ça marchera, si tu t'investis et tout, et il y a un peu ce truc là de j'en rêvais beaucoup et je lâchais jamais rien et je me suis dit bah pourquoi ça marcherait pas, tu vois. Mais après je te dis ça, tu vois, j'ai fait 8 ans de vidéos où ça faisait 100 vues, tu vois, et ça me dérangeait pas, genre en fait, c'était un peu ce truc-là aussi. Je pense que dans ma tête, c'était même si ça marche pas, je regretterais pas parce que j'avais envie de faire des vidéos et je suis trop content, quoi. Dans tous les cas, j'adorais faire une vidéo. Tu sais, je faisais déjà une vidéo par semaine et tout. Bon, c'était des sketchs, c'était un peu plus court et tout. Mais j'adorais tellement faire ça que je me suis dit, même si ça marche pas, bah j'aurais kiffé et c'est pas grave, quoi. Mais en même temps, j'étais. Genre, je concevais pas le truc où ça marchait. Je concevais pas l'univers où ça marchait pas, en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment pas prétentieux quand je dis ça. C'est juste. Ah non, mais ça se ressent pas. Je me suis dit, comme ça. C'est juste, je me suis dit, vas-y, j'ai vraiment envie de. J'ai tellement envie en fait que vas-y, ça va marcher, j'espère. Est-ce qu'il te reste des youtubeurs français avec qui t'as pas fait de feat que t'aimerais bien faire? Alors, sur ma chaîne, oui, pas mal. Ouais, on en voit beaucoup. En fait, mes youtubeurs préférés, moi, c'est McFly et Carlito. J'ai fait des feats, mais sur leur chaîne, sur ma chaîne, pas, sur le podcast, pas encore. Ouais. Et un autre gars aussi dont je suis fan, c'est MrV. Okay. Bon, MrV, pour le coup, il fait moins des vidéos un peu divertissement comme je fais, etc. Il en fait un peu, mais lui, c'est vrai que je suis tellement fan que j'aimerais trop. Mais en fait, il y a plein de gens avec qui j'aimerais trop faire des feats. Tu vois, mais même hors youtubeur, il y a plein de gens.
des artistes, des chanteurs, des acteurs ou quoi. Tu sais, j'étais tellement, quand j'étais petit, j'ai regardé tellement plein de trucs à la télé, dans plein de médias, tu sais que je suis fan de plein de gens. Enfin, non, pas fan, parce que du coup, je trouve que tu perds un peu la valeur du mot fan si tu dis ça. Mais je suis tellement admiratif de plein de gens. Et tu sais, il y a plein de gens, genre des chanteurs ou quoi, avec qui je peux faire des vidéos, ou avec qui j'aimerais en faire. Et même si j'étais pas fan d'eux, de me dire, ah ouais, c'est fou, j'en fais avec eux, c'est incroyable, tu vois. Et c'est plus ce truc-là. Donc en fait, il y a plein de gens, la liste est trop longue. Ok, t'as des petites anecdotes avec des gens que tu te considérais comme fan, que t'as rencontrés Alors, en fait, là j'ai un truc qu'on a tourné il y a 2 jours, mais je peux pas le dire parce que quand ça sortira ça sera pas encore sorti. Ok. Enfin, ça sort dans longtemps et c'est pas sur ma chaîne. Sinon, je peux biper le nom. Ah bah tiens, tu sais quoi, vas-y, bip le nom. Ok, je bip le nom. Ok, en fait, donc c'est une vidéo pour la chaîne de Pierre. Et en gros, il y avait. Et là, c'est bipé. Désolé pour les gens, c'est bipé. Vous verrez, vous repenserez, ça sort, je crois, fin août. Vous verrez ce truc-là. Petit teasing. Et en fait, c'est une personne où je suis pas spécialement fan, tu vois. Mais j'écoutais ce que la personne faisait en termes de musique. Alors, en musique, je dis pas c'est il ou elle, la personne, je veux dire. Je voyais ce que la personne faisait à la télé, via les musiques et tout. Et même sans être fan, je me suis dit, putain, c'est fou de voir cette personne en vrai. Et en plus, donc dans la vidéo, il y a un. Bon, je te raconterai après si tu veux, mais. Il y a un passage un peu cool et j'étais là en mode ouah, c'est petit rêve de gosse quand même. Même si je suis pas fan de la personne, me dire tu sais, c'est incroyable. C'est un peu le. Tu sais, moi je suis un peu le mec qui. Tu sais, quand je vois des gens connus, je suis encore en mode ouah, mais attends, ces gens-là, je les voyais à la télé, c'est fou. C'est un peu le campagnard un peu qui avait jamais vu de trucs Moi, un peu stylés. Je pensais au rat de star de Oli, tu sais. Ah, mais c'est ça. Ah, bah C'est alors, ça. j'ai pas vu cette vidéo. C'est une vidéo là où il en parle. Il disait que c'était un peu un rat de star dans le sens qu'il allait parfois dans des restaurants cotés juste pour rencontrer des célébrités, tu vois. Parce qu'à chaque fois qu'il les voit, il est trop content. En vrai, je sens qu'eux ils en parlaient aussi, Big Flo et Oli. Et j'avais un peu ce truc là. Et encore maintenant, tu vois, quand je vois même des youtubeurs que j'ai. Bah, tu vois, quand j'avais fait une vidéo sur la chaîne de Neoxy avec Wartech, donc Anil maintenant sur YouTube. Quand je l'ai vu, j'étais mais attends, mais tu sais, ça m'a rappelé tellement de souvenirs de quand je regardais toutes ces vidéos quand j'avais 11-12 ans. Tu sais, j'étais vraiment le fan de me dire waouh, attends, il est là, c'est un truc de fou. Et tu vois, ça me le fait encore plein de fois et j'aime trop ce truc là. Parce qu'il y a tellement de gens en fait que je regardais soit à la télé, soit sur YouTube et tout, et de les voir en vrai, je suis toujours en mode oh, attends, c'est un truc de fou en fait. Mais surtout le nom que tu m'as donné là qui sera bipé du coup. C'est vrai que tu t'imagines pas voir cette personne dans une vidéo. Ouais, c'est ça. Elle a pas dû faire de vidéo avant YouTube. Je pense pas. Ouais. Et du coup, tu vois, tu sais, c'est vraiment, ça fait un truc de voir la personne en vrai. Et c'est un peu ce truc là, un peu comme Oli en fait. Alors je vais pas jusqu'à aller dans des restos connus, mais ouais, je peux capter le délire et en vrai il m'a donné une bonne idée. Mais non, quand même pas. Il disait qu'il était abonné carrément, tu sais, au groupe Facebook de 17 personnes où en fait t'as des gens qui travaillent dans des hôtels qui disent ah, telle personne elle a réservé telle chambre, donc si vous allez dans le lobby, il y a des chances que vous la croisiez à telle heure. Tu vois. Ouais, c'est marrant. Alors en vrai, je comprends de ouf. Et en vrai, je pourrais presque quand même pas, mais ça me fait un peu ce truc là et je comprends de ouf. Ok, on a tous un petit côté, je pense, comme ça. Ouais, je pense aussi. Mais ça fait toujours un peu rêver. Donc il y a tellement de gens, la liste des gens avec qui j'aimerais faire des vidéos, c'est hyper long. C'était quoi le concept de cette vidéo? Tu peux le. Non, je dirais la surprise pour le coup. Okay. Parce que justement, comme ça sort dans longtemps, c'est un gros truc pour Pierre, donc je laisse la surprise. Ah oui, d'accord, c'est pour la chaîne de Pierre. Ouais, c'est ça. Ok, c'était pas pour. Je participe à la vidéo, du coup. D'accord, ok, ouais, on va pas spoiler. Ok. Est-ce que tu aurais la ref de ces chaises là? Parce que je trouve elles font très. Elles sont cool, hein. Très PDG en fait. Je sais pas, je connais pas la ref, mais très sympa. J'ai l'impression on fait une réunion très importante. En fait, on est assez chill. Non, ça va, ouais, je te confirme. On a un micro comme ça, on est bien. Rien d'info autour. Ouais. Il y a un panier de basket et tout. Même pour moi, tu sais, je te pose des questions, mais ça me fait bizarre d'être ici. Enfin, c'est marrant, j'ai vu le setup dans des vidéos, donc j'ai l'impression d'être dans la vidéo là. Ah ouais, c'est marrant. Bah ouais, ça me fait ça aussi des fois quand je suis sur des décors d'autres youtubeurs. Ouais, mais il manque que Fred en fait. Ouais, c'est vrai. Et là, il rigole. Pour faire la. On fait pas de vanne dans sa vidéo, donc il rigolerait pas beaucoup. Mais... non, mais du coup, c'est cool. J'aime bien poser une question aussi que je pose, c'est un peu la question d'introspection que je pose à tout le monde. Le téléphone qui vibre en même temps, l'appel en même temps. Bon, là, je vais pas biper parce que c'est un pote, Maxime. Jamais appelé pendant ton Maxime. Je t'ai dit, en plus, Maxime, tu sais que je suis à Maison Gris. Maxime, c'est un meilleur pote, ça passe. Ouais, ça, pardonne tout meilleur pote. Maxime. On pardonne tout meilleur pote. J'aime bien poser la question, c'est quoi la dernière chose que t'as faite qui t'a fait peur? Qui m'a fait peur alors le passage dans la vidéo avec la personne là. Ok, bon. Parce qu'en vrai, maintenant j'ai plus trop de pression quand je fais des vidéos. Même, tu vois, j'avais fait 2 vidéos avec des personnes hors YouTube. Il y avait Kinvé et Soprano, 2 vidéos différentes. Et tu vois, j'avais un peu la pression quand même. Surtout la première fois c'était avec Kinvé. Parce que, donc,
Enfin, déjà, quand j'ai pu faire la vidéo avec lui, j'étais trop content. Je me suis dit, ah ouais, ça va être trop bien, il a l'air grave bon délire et tout. Et en fait, je l'ai jamais parlé avant la vidéo. En fait, il est arrivé sur le lieu du tournage et on s'est un peu découvert en même temps. Et un quart d'heure après, le tournage commençait. Moi, ça me dérange pas. Je pense qu'il y en a, ils peuvent pas être fans de ça parce qu'ils aiment bien connaître les gens avant le tournage. Moi, je suis au contraire, j'aime trop le mood de dire, ok, on se découvre en vidéo et les personnes qui regardent la vidéo découvrent en même temps ça, tu vois. Et je trouve ça trop intéressant. Et du coup, j'avais un peu la pression de me dire, ok. Comment ça va donner, c'est quand même une star, tu vois, c'est pas comme quand on fait des vidéos avec nos potes sur YouTube, donc ça met un peu la pression, mais je l'avais plus trop après, même avec Soprano. Bah si, Soprano en fait j'avais quand même un peu la pression, et là du coup avec la personne en question de la vidéo de Pierre, ça a vraiment fait peur. Enfin, c'est quoi, j'ai l'extrait, je te montre après, désolé pour les gens, c'est frustrant mais j'ai tout le truc, je peux te le montrer après ok. Si tu veux. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, tu sais pas si ça se trouve elle est timide cette personne, tu vois. Ou juste que. Et t'as envie qu'elle soit à l'aise aussi, j'imagine, dans la vidéo. Donc, ah bah là pour le coup de Kinvey Soprano, c'était un peu ça. Ouais. Tu sais pas trop à quel point les gens vont être dans le même délire parce que tu sais, nous on est pour Kinvey on était déjà 3 ou 4, je sais plus. Tu sais, un peu classique. Il y avait Camille, Guizy et Vincent. Donc on est très potes, on a nos habitudes etc en vidéo. Et tu rajoutes une autre personne et tu sais pas trop, tu sais, qui est habitué plus au format télé un peu promo habituel. Donc au final, tu sais, ils ont kiffé les deux, Kinvey Soprano, justement, ça allait changer un peu des cadres de promo habituels. Donc ils étaient contents et en plus les deux étaient adorables à fond et tout. Mais c'est vrai que sur le moment, t'es en mode, attends, comment ça se passait tu sais pas, c'est vraiment le truc. Moi j'étais le petit là, tu sais, ils arrivent et tu sais pas comment tu vas faire en fait. Tu dois animer le truc avec eux, quand même être tu sais, que c'est une vidéo avec une ambiance un peu normale, divertissement, on est marrant et tout. Donc c'est un peu stressant, mais j'aime trop ça. Okay. C'est stressant, mais c'est vraiment tout le stress que je kiffe, tu vois. D'accord, mais c'est vrai que ça te met. T'as dû prendre l'habitude à force de faire des tournages, comme tu fais beaucoup de tournages à plusieurs, t'apprends à gérer aussi l'énergie de chacun ou le. Ouais, exactement. À capter un peu à quel point tu peux aller dans le second degré avec telle ou telle personne, à quel point tu peux faire le truc ou quoi. Mais alors, je sais pas si c'est vraiment la peur que t'entendais là. Enfin, c'est plus du stress que de la peur. Ouais. Un petit track, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Et peur. Ah si, j'ai regardé une vidéo, je sais plus quel youtubeur. Ah si, c'est Inox, ça n'a rien à voir. Okay. Inox, mais c'est plus de la. Il faisait une vidéo, il allait acheter un crapaud, je crois, ou une grenouille, je sais plus. Et il est dans un magasin où t'as un peu des reptiles et tout, et à un moment il montre un serpent à la cam. Ah, t'as peur des serpents, t'as la phobie des serpents. C'est la première fois que j'ai eu peur derrière l'écran. Je pense que plus le temps avance, j'ai une énorme phobie des serpents. C'était pas dans la vidéo? Ah non, pas du tout. J'ai regardé la vidéo sur mon téléphone et en fait, tu sais, généralement j'ai passé vers la fin et d'un coup, poum, ça me met sur un serpent. Et en fait, j'ai une énorme phobie, mais une vraie phobie maladive de ça. Et plus le temps avance, et pire c'est pas. Là, je l'ai vu à travers l'écran et vraiment, j'ai quitté la vidéo, tu vois. Parce qu'ils t'ont déjà ramené des serpents ici pour des tournages, tu les as vus en vrai. Bah en fait, je sais pas d'où ça vient la phobie des serpents. Mais là, ouais, quand ils les avaient ramenés en vrai, tu sais que. Peut-être je l'ai raconté dans une vidéo ou quoi, mais c'était une vidéo de Camille où en gros, il fallait affronter nos phobies et tout. Et donc, ils ramènent un serpent dans le studio du bas. Donc déjà moi j'étais fou en fait. Tu sais, je pouvais même pas le regarder dans les yeux et tout. Mais tu sais, c'était un petit truc derrière dans une cage, enfin pas une cage mais tu sais le terrarium. Ouais. Et tu sais, c'est vraiment la réaction naturelle où ça me fait pleurer en fait. Mais tu sais, c'est limite comme une réaction allergique. Tu sais, c'est genre ça allait bien, j'étais pas triste ou quoi, mais c'est juste ça me fait naturellement pleurer. Et je me barre de la vidéo. Et après je m'en souviens, je suis venu genre 15-20 minutes ici, seul dans le studio pour m'en remettre. Genre j'étais vraiment, ça m'a. Ouais. Et en plus ils t'ont attendu, ils t'ont fait croire que le serpent était parti. Ah oui, ça c'était avant, je suis revenu, et je t'ai dit trop mal et c'est horrible. Okay. Et je pense que ça fait vraiment la peur en vidéo, tu vois, je l'ai vu. D'accord, ok. Et ce serait quoi le... Oh là là, nouvel appel de Maxime ou pas? Ah, c'est ma sœur. Attends, mais mec, je reçois pas des... On va croire que je reçois des appels toutes les... C'est un vrai businessman. Non, même pas. Bon, bah, t'es aussi dans le podcast. Hein. Oh. Il gratte un feat en fait. Non, je biperai le nom de ma sœur, par contre, j'ai dû penser. Ah merde. J'aurais 2 bips à faire. Aïe. Là, une question que j'aimerais te poser aussi, c'est j'ai quand même vu, et je te le dis franchement parce que j'ai vu une belle évolution dans tes vidéos. Ah, c'est gentil. Même en 2020, pour moi à l'époque, t'étais un youtubeur. Alors, donc tu m'as dit ton évolution du nombre d'abonnés qui était quand même assez folle cette année en 2020. Ouais. Mais donc, je pense que quand j'ai dû tomber sur ta vidéo Ticket à gratter ou une de tes vidéos que j'ai vu à ce moment-là, t'étais dans ma tête déjà un gros youtubeur, tu vois. À l'époque, ah ouais, non, du coup, non. Ouais, et il y a déjà. Même maintenant, je pense que je me considère pas un gros youtubeur. Enfin, je sais pas, c'est tellement subjectif, tu vois. Bah, si, moi je trouve que. Bah, moi je te considère comme un gros youtubeur. Et je dirais que j'ai vu une grande évolution. Et je sais pas si tu te considères timide ou introverti, mais au début, on sentait un petit peu de timidité dans les vidéos. Et maintenant, quand on voit ta progression,
Je me demande juste quel est ton conseil à toi pour les personnes qui se lancent sur YouTube, tu vois, et qui se sentent pas à l'aise face à la caméra au début. Comment est-ce que t'as réussi à progresser? Bah moi je me suis considéré timide quand j'étais petit au collège et tout, tu vois. J'étais vraiment, je pense, timide. Avec mes potes ça allait et tout, mais socialement avec d'autres gens ultra timide, tu vois. Et quand je commençais les vidéos c'était pareil. Après je pense que là par exemple quand tu prends l'exemple de 2020, en fait ce qui était un peu différent, c'est que c'était plus un peu la pression de se dire, quand je tournais par exemple avec Pierre, Ben, Guillaume et Fred, tu sais, t'es avec 4 mecs qui ont 35 piges, qui se connaissent par cœur, qui sont très bons dans ce qu'ils font, dans les vannes et tout. Et tu sais, t'arrives là, t'es un peu le seul jeune, enfin tu vois, au début c'était un peu ça. Non, notamment la première vidéo que j'avais faite sur la chaîne de Pierre, je parle pas du truc en tant qu'abonné, mais en youtubeur, c'était un truc autour du foot. Et on était 8 dans la vidéo et t'avais genre, t'avais Pierre, Fred, Ben, Guillaume Play, t'es que des mecs qui ont une carrière dans le milieu et tout, qui avaient 10 ans de plus que moi minimum. Et tu sais, t'es un peu stressé et du coup, t'es naturellement un peu timide par conséquent, tu vois. Donc là, dans les vidéos un peu comme ça, c'est vrai que c'était un peu dur au début de se faire sa place. Tu sais, t'as tellement de gens et en vrai, c'est dur, peut-être qu'on se rend pas compte, mais tu sais, t'es dans une même pièce avec des gens qui ont l'habitude et tu dois faire rire des gens que tu connais pas à travers une caméra et du coup, quand même, poursuivre le délire, les vannes des autres gens et tout, c'est vraiment dur. Je pense que les gens ils se rendent pas trop compte et au début en vrai on est arrivé à MG, on s'est pris un peu des commentaires avec Camille là-dessus parce que les gens ils disaient bah attends ils servent à quoi ces gens, ils sont nuls. Et en fait c'est, enfin je sais pas si on était nuls ou pas, tu vois, c'est juste que c'est tellement dur d'être à l'aise au début et de montrer ce que tu sais faire. C'est trop dur, tu vois, d'être à l'aise avec tous ces gens là à côté. C'est ça je pense au début qui je pense pouvait donner cet a priori un peu de timide ou de gêne. Et que ouais, je pense que pour les gens imagine, c'est comme si on te mettait dans une soirée avec ton grand frère ou ta grande soeur qui a 50 plus, et en plus tous les gens de la soirée t'es fan des gens de la soirée et tu dois faire rire les gens, c'est un peu ça, les potes de tes grands frères quoi, qui par exemple c'est c'est à peu près ça. Mais je pensais, tu sais, même pas forcément. Parce que moi, tes premiers feats, je me souviens pas de tous tes premiers feats, mais je t'ai trouvé assez à l'aise quand même assez rapidement en voyant ton évolution, tu vois. Mais je pensais par exemple aux vidéos que tu faisais tout seul dans ta chambre, notamment tes sketchs avant, tu vois. Ah oui, voilà. Ce serait quoi tes conseils pour un gars qui débute et qui, voilà, il est dans sa chambre et il est pas à l'aise à la caméra? En fait, le truc tout con, c'est ça vient avec l'expérience, en vrai, je trouve. C'est que au début, moi, ce qui est un peu fourbe, c'est qu'au début, c'était des trucs écrits, donc tu sais, je récitais un peu un texte. Donc au début t'es forcément timide et quand t'es seul devant la caméra, tu sais tu répètes 10 fois la même phrase, t'es pas satisfait de toi et tout. Je pense un vrai truc déjà c'est, alors ce qui est très dur mais c'est la vraie étape pour franchir ça. Là tu parles uniquement pour les créateurs qui sont timides ou pour la timidité en général? Je pense que n'importe qui est timide devant une caméra au début, je pense. Je pense le mieux c'est l'étape de t'as quelqu'un derrière la caméra qui te regarde. Ok. C'est dur mais il faut quelqu'un de confiance, donc soit tu prends tes très bons potes. Ah mais du coup faut des potes. C'est un truc, c'est malheureusement un truc important. Et encore, je faisais avec mon frère. Tu vois, c'est mon frère qui, c'est vrai que à une étape, à un moment, pardon, celui qui était derrière la caméra et celui qui me disait, donc tu sais, je récitais ligne par ligne ce que j'avais écrit, comme un sketch machin. Et lui me disait, ok, bah attends, refais là, plus vite, moins vite, je sais pas quoi. C'était vraiment, c'était assez fou comme situation d'ailleurs. Et du coup, ça t'enlève un peu une part de timidité là-dessus, parce que. Enfin, tu sais, d'un côté c'est dur, mais il faut se confronter un peu à la difficulté pour te dire, ok, tu progresses quoi. Donc c'était un peu ce truc là. Et après, franchement, j'ai pas trop de conseils à part si c'est avec le temps et avec un peu l'assurance de dire, tu vois, faut faire l'effort un peu, tu sais, t'es en soirée, bah t'oses aller parler à des gens. Et c'est un peu un conseil bateau, j'ai l'impression. Parce que quand t'écoutes ça, tu te dis, bah évidemment, c'est simple de dire ça, mais c'est le vrai truc au final. Faut tenter les trucs et au fur et à mesure. Tu sais, t'as un peu cette peur en moins, cette appréhension en moins, et du coup tu deviens un peu moins timide. Et après, l'autre vrai conseil, je pense, c'est le théâtre, les trucs comme ça. Ok. Où t'es obligé en fait. Le théâtre, ça qui est cool, c'est que tu vas dans une troupe, t'es obligé d'être. On t'oblige à pas être timide. Enfin, non, on t'oblige à faire l'exercice, et du coup, naturellement, la timidité s'enlève. Alors que quand t'es seul devant ta cam et ou t'as quelqu'un derrière toi, si t'es trop timide et que c'est à toi que ça appartient le choix, tu peux te dire, bah attends, je le fais pas. Et alors que si ça t'impose, certes, c'est dur, mais au moins tu progresses vite, quoi. C'est un peu ce truc-là, je trouve. Donc, répétition, apprentissage par la répétition, et s'engager aussi, donc vis-à-vis d'un théâtre, enfin d'une. Soit ou même juste, en vrai,
au quotidien, quoi. Essayer de faire des trucs, des petites démarches. Voilà, je t'ai tapé le pied en même temps, désolé, vous voyez pas ça en dessous. Il n'y a pas de caméra en dessous. J'ai massacré le pied en fait. Je pense ouais, avec en osant faire des choses, mais j'avoue que c'est peut-être pas le meilleur conseil parce que c'est un peu bateau. Mais même le conseil que tu disais bateau, je pense qu'il faut répéter les conseils bateau jusqu'à que les gens les prennent en considération, tu vois, parce qu'ils sont grave sous-estimés les conseils bateau. Et on attend toujours des. Même moi, quand j'ai commencé YouTube il y a quelques années, je me rappelle que je cherchais la petite astuce qui allait me faire changer de dimension, alors qu'en fait, non, fallait juste répéter. Et bah, c'est un peu ce truc là, ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, les conseils bateau, c'est un peu les trucs de. Tu sais, quand t'as un mec qui te demande tu donnerais quoi comme conseil pour être youtubeur, machin, et tu dis bah fais ce qui te plaît, c'est évident. Bah oui, bien sûr, tu vois, c'est évidemment trop bien et c'est le vrai premier conseil. Mais tu vois, quand t'es la personne, tu dis oui, je le sais, tu vois. Tu vois, c'est un peu logique. Peut-être qu'en fait, quand tu commences, t'as pas besoin de conseils, t'as juste besoin d'allumer ta caméra et de faire tes premières vidéos. Ah bah quand tu commences, c'est sûr, faut tenter plein de trucs et faut se dire au début, j'ai commencé. Faut conscientiser le truc que vas-y, je vais être un peu nul. Enfin, faut se dire ça au début. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Et c'est pas grave, tu vois, c'est ça. Faut accepter sa nullité et. Bah en fait, je pense qu'il faut être conscient de se dire, même si je suis nul, je sais pas si c'est le bon terme, mais même si je suis pas bon, c'est normal, tu vois. Je pense que tant que t'es conscient des trucs dans la vie, c'est pas grave, je trouve. C'est un peu. Bah, en fait, d'ailleurs, c'est un peu une morale de tout ce qu'on a dit, je pense, jusque-là. Par exemple, pareil, le truc du téléphone, tant que t'es conscient que c'est pas normal, enfin là je vais pas refaire le débat, mais tant que t'es conscient qu'il y a un truc qui va pas, que ça va, etc., tant que t'es conscient du problème, je trouve que ça va. En général dans la vie, faut toujours conscientiser les trucs, tu vois. Après moi je dis nul parce que moi quand j'ai commencé je me disais non t'es nul aujourd'hui, parce que moi je me permets de dire ça de moi, tu vois, mais c'est vrai que peut-être que c'est pas le bon mot à utiliser pour d'autres personnes. Faut oui, c'est nul, c'est un peu cru, on dit ça entre nous, mais tu vois, inexpérimenté, si on préfère alléger un peu le truc. Mais c'est normal, quoi, faut tenter et ça va. De toute façon tu progresses forcément dans tout. Il y a personne qui a commencé un truc en étant fort, pareil YouTube. Enfin, je pense que tu auras tous les youtubeurs actuels. Là, quand je dis un je parle pas à toi, je parle en général à la personne. Ah, ça, tu m'as fait peur, parce que là, je l'ai fait. Mais je pense que. Regarde, quel moment d'émotion, quelle gaffe. Je pense que tous les youtubeurs actuels, ils ont commencé en étant pas bons en fait. Enfin, c'est normal, tu vois. C'est pour ça que parfois, moi, je me comparais aux premières vidéos des youtubeurs. Quand moi, je faisais mes premières vidéos, j'allais sur la chaîne YouTube de quelqu'un, je mettais toutes les vidéos la plus ancienne, je cliquais sur la plus ancienne et je me comparais à ça, tu vois. Parce que c'est marrant, ouais. Bah ouais, parce que sinon, je me comparais, si je me comparais à ce que font les youtubeurs actuellement, par exemple, moi, je commence YouTube maintenant, je regarde ta vidéo, toi maintenant, celle qui sort, la prochaine qui sort, je fais. Ou alors même, je me rends même pas compte en fait de tout ce qu'il y a derrière, donc c'est démoralisant. Donc je pense qu'il faut se. J'avoue que c'est une bonne astuce, ça, ouais. Genre les premières vidéos des youtubeurs, il y a encore que, tu sais, des fois, il y a des youtubeurs, ils avaient d'autres chaînes, etc. Donc, c'est pas. Mais déjà, normalement, si tu vas dans les premières vidéos, c'est ce que je recommande, aller voir nos premières vidéos. Ah oui, et comparez-vous à ça, tu vois. Vous allez vous rassurer, regarder mes premières vidéos. Et encore, moi, sur Lucas Studio, c'était pas mes premières, tu sais, j'avais commencé déjà 4-5 ans avant, donc je vous rassure, vous inquiétez pas. Ok. Mais ouais, faut tenter, faut s'entraîner et tout. Ok. C'est avec l'entraînement, quoi. Mais en tout cas, je trouve que tu es un bel exemple de ça, de progression, d'amélioration constante. Je trouve que tu te renouvelles beaucoup. J'en parlais à PA hier parce qu'on a parlé je trouvais que tu avais très bon game YouTube, tu vois, le game YouTube, donc ça c'est pareil, pas tout le monde va comprendre les termes, mais un game, tu maîtrises bien les titres, les miniatures, le rythme de la vidéo et tout, donc c'est cool que tu puisses en parler, et je suis très content de t'avoir eu sur le podcast aujourd'hui, tu vois. Donc, Et en vrai c'est un vrai truc aussi, mais ça c'est plus un truc pour les jeunes, notamment qui veulent se lancer sur YouTube, les jeunes, je pense plus au collège, lycée et tout, c'est genre vraiment, si vous avez envie de tenter de fou, parce que moi je pense qu'il y en a plein des gens de mon collège ou quoi, qui voient maintenant que je fais des vidéos et ce que je fais et tout, et qui doivent se dire mais attends, mais c'est pas possible, enfin genre à l'époque tu sais, j'étais ultra timide, je faisais rien, tu sais, c'est un peu quand t'es au collège en plus, tu sais, quand tu montes tes vidéos, enfin quand les gens tombent sur tes vidéos plutôt, t'as un peu la honte et tout, et c'est un vrai truc faut pas trop se fier à ça, et faut vraiment tenter si vous avez envie de faire ça, et mais vous dites ouais mais je suis timide, j'ose pas, je sais pas quoi, vraiment tenter si vous avez envie, parce que sinon vous allez regretter plus tard. Il faut vraiment tenter dans plein de trucs. C'est un peu la morale bateau aussi, mais c'est un vrai truc faut pas regretter, tenter à fond tout ce que vous voulez faire. Et peu importe dans le domaine, c'est que là on parle beaucoup des trucs un peu classiques entre guillemets, qui font un peu rêver pas mal de gens, que ce soit le domaine artistique, etc. Mais je prenais l'exemple en début de podcast sur l'ébénisterie. Mais genre vraiment, si vous avez envie de ça, mais tentez à fond. Faut vraiment vivre sans regret et faire à fond tout dans la vie, quoi. Mais du coup, on précise que la vidéo est sponsorisée par la Fédération française des bénisteries, justement. Merci à vous. Je sais pas pourquoi je fais cet exemple, mais c'est vraiment, je trouve, un bel exemple. Oui, c'est un très beau métier d'ailleurs. Il n'y a pas de passion, enfin les passions se valent, quoi. Ah vraiment, c'est vraiment ça. Et tu vois, même quand on parlait un peu de trucs de équilibre vie pro, vie perso et tout, tu vois, moi j'ai des potes, ils s'en foutent totalement
de réussir d'un point de vue pro, machin. Tant qu'ils ont leur vie perso à côté, ils sont très contents. Et tu vois, il y a vraiment, mais chacun mène sa vie comme il veut. Et vraiment, c'est vraiment zéro jugement là-dessus. Et c'est trop bien Et justement, c'est trop bien qu'il y a un équilibre de plein de gens qui vivent différemment. Et tant que tout le monde est content, c'est trop bien, quoi. Ok. Moral bateau aussi, mais c'est. Non, mais moral bateau, mais qui est vrai en fait. C'est vraiment ça. C'est comme les conseils des parents qui te donnaient quand t'étais petit, tu vois. Ouais, parce que tu veux. Ouais, ils donnaient plein de phrases, tu fais ouais, bon, ok, puis après tu grandis, puis tu te rends compte que c'est des bons conseils la plupart du temps. Bah ouais, tu te les donnes quand ils ont 40-50 ans de vie, donc d'expérience. Et c'est ça. Et encore, tu sais, c'est encore, je pense, mieux les grands-parents. Les grands-parents, s'ils donnent des conseils. Encore plus de sagesse, là, il y a 2 générations de sagesse. Mais ouais, mais c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Ces gens-là, en fait, c'est eux qui ont raison, quelque part. C'est comme pas tous, mais tu vois, sur des trucs de vie, des exemples de vie concrets, je trouve que t'as un peu ce truc-là ok, bon, pas pour tout le monde, mais t'as un peu de sagesse, de recul de la vie. Ils ont vécu tellement de trucs que nous, on n'a pas vécu, que même si pour l'instant, on refuse d'admettre certains trucs qu'ils nous disent, je pense qu'à leur âge, on se dira, ah, ils avaient raison. Ouais. Dommage qu'on les pas écouté avant, tu vois. Ouais, on prend pas leurs conseils pour gérer une chaîne YouTube et tu vois, avancer là-dedans. Dur, ouais. Mais c'est vrai que dans la vie perso, tu peux prendre quasiment tous les enseignements, ils sont quasiment tous bons parce que. Bah, faut toujours relativiser avec du recul parce que je pense que, tu vois, même un gars de 75 ans, il peut pas être objectif sur plein de trucs qu'il a vécu. Mais je pense que t'as des trucs un peu universels que beaucoup de personnes âgées te disent et qui bah, faut admettre que c'est vrai, quoi. Même si ça paraît bateau ou quoi, c'est. Ouais. A priori, je pense que c'est vrai, tu vois. Et on s'éloigne totalement de ce que je disais, mais bref, kiffer à fond. Et voilà. Ok, bah c'est un bon message et puis j'espère que ça pourra inciter des personnes à se lancer sur YouTube si elles ressentent ce besoin, tu vois, de se lancer sur YouTube parce qu'il y en a beaucoup, mine de rien, qui aimeraient bien tenter l'aventure. C'est ça, bah tentez à fond et si ça vous fait plaisir de faire des vidéos, faites-le vraiment. Ok, et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'année 2022, le million ? Bah en termes de chiffres, on va dire ouais le million, forcément ça serait cool. Et puis juste d'être heureux dans la vie, hein. D'être heureux à tous les points, c'est ce que je veux. Être heureux en vie pro et en vie perso, ouais. Ça c'est plus rêve de gosse bien sûr. Et non franchement bateau, mais être heureux en vie pro, en vie perso, c'est l'objectif de tout le monde et je vais viser ça, quoi, on va dire. Bah, je te souhaite ça, mec. Je te souhaite une très très bonne année 2022. Bah, merci à toi aussi, mec. Vraiment. Je vais suivre ce que tu fais, tes concepts, parce qu'ils sont toujours bien et tu te renouvelles bien et tout. Comme je te disais, tu maîtrises bien tout ça, tout ce qu'il faut. Ouais, c'est gentil. Donc, bon courage à toi pour la suite. Mec, à toi aussi, franchement. Mais j'écouterai les prochains podcasts aussi avec plaisir. Ouais. Vraiment. Et merci à toi de l'invitation. Franchement, j'ai kiffé parler de ça. Et ça fait combien de temps qu'on. 1h30 1h30, ouais. 1h30, wow, 1h30. J'aurais pu parler 6 heures, donc si vous voulez qu'on reste 4h30, je le fais. Mais j'adore parler de plein de trucs comme ça, donc merci à toi, vraiment. On fera un deuxième épisode avec plaisir si tu veux. Ah bah, moi je suis trop chaud. Là, c'était la présentation et puis des petits sujets intéressants comme ça, mais ouais, très cool d'avoir discuté de ça. Avec plaisir, je suis trop chaud. Et puis, écoute, bonne fin de journée à toi. Bonne écoute, bonne fin de semaine à toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis, nous, on se retrouve jeudi prochain dans le prochain épisode. Salut Lucas. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.